Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire organisé par Simplicure. Aujourd'hui, sur un nouveau sujet, l'homéostasie intestinale de la physiopathologie aux stratégies naturelles pour restaurer l'équilibre. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Cédric Cerdan. Bonjour Cédric. Bonjour Alice. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisserai vous présenter dans quelques instants. Avant ça, deux, trois petits rappels sur Bitmarker. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à Cédric, je vous invite à le faire. Pour ça, vous avez sur la droite de votre écran les rubriques discussion et puis Q&A. N'hésitez pas à les utiliser et nous prendrons un temps à la fin pour répondre à toutes les questions. Je vous souhaite un très bon webinaire et puis je vous laisse la parole, Cédric. Merci Alice. Merci Alice. Merci en tout cas à Simplicure, encore une fois, effectivement, de pouvoir me donner la parole ce jour sur ce sujet toujours aussi, je dirais, important que passionnant. On va le voir notamment dans sa prise en charge. Donc, bonjour à tous. Je me présente très très rapidement. Donc, je suis Cédric Cerdan. Je suis chargé de formation auprès des laboratoires COPMED. Et je suis également responsable aussi du secteur donc Aquitaine et également donc naturopathe, tout simplement spécialisé en santé fonctionnelle. Alors, je vais me permettre d'enlever la caméra, je suis désolé, puisque je suis dans un endroit où je ne capte pas très bien. Donc, pour éviter qu'il y ait, en tout cas pour favoriser la bande passante, je vais enlever ma caméra. Donc, vous n'allez plus me voir, mais ne vous inquiétez pas, vous allez continuer à m'entendre. Voilà. Alors, pour commencer donc cette présentation, voici le sommaire. Donc, nous allons, hop, je vais tourner ici. Tac, je pense que c'est bon. Ouais, c'est tout bon. Voici le sommaire. Donc, nous allons faire un rappel physiologique. Tout d'abord, des 4 barrières de protection physiologique indispensables au maintien d'une bonne homéostasie intestinale. C'est vraiment le sujet du jour. On va le voir, ces 4 barrières qui agissent tout simplement en interrelation et en interconnexion très, très, très étroite. C'est le centre névralgique. C'est un carrefour extrêmement sensible dont il faut prendre vraiment soin. Et nous verrons également rapidement donc, quelques marqueurs biologiques qui sont indispensables. Et puis nous finirons donc par notre gamme digestive. Et si on a le temps, un zoom spécifique très rapide sur l'hypochloridrie avec notamment les produits associés. L'hypochloridrie qui est un sujet aussi majeur puisque l'homéostasie intestinale est très centrale quand même sur nos muqueuses digestives. Et principalement, donc, on va le voir, ces barrières avec le microbiote, avec et bien notamment le mucus, l'épithélium intestinal et notamment le système sous-muqueux. Mais l'hypochloridrie, c'est vraiment un sujet dont il faut prendre vraiment à sa juste valeur puisqu'il va y avoir un impact très conséquent sur la sphère digestive basse et donc sur cette fameuse homéostasie intestinale. J'y reviendrai en fin de support. Alors, la fonction protectrice en fait de cette barrière intestinale va reposer sur l'interdépendance de ces 4 éléments essentiels, donc microbiote, mucus, épithélium intestinal et le système sous-muqueux qu'on appelle donc le GALT. Donc en fait, ce qu'il faut juste comprendre ici, c'est que lorsque l'un de ces composants va présenter une défaillance, si vous voulez, ou une anomalie, eh bien, ce sont les autres barrières qui vont être également affectées. Donc, ce sont 4 acteurs qui sont en interrelation permanente. L'altération de l'une de ces barrières, en fait, aura forcément des conséquences sur l'autre. Et donc, la restauration de l'une de ces barrières va aussi nécessiter une optimisation des 3 autres. Donc, vraiment, le côté interrelation et interconnexion est très, très important ici à intégrer. Donc, pour préserver la santé de l'intestin, il faut tout simplement veiller au fonctionnement harmonieux de ces 4 éléments. Et donc, c'est fondamental, vraiment fondamental d'avoir cette vision et donc cette approche globale dans la prise en charge des troubles et donc des maladies, notamment donc digestives. Alors, on y va pour cette première barrière, donc la microflore intestinale, donc le microbiote, en d'autres termes. On le sait aujourd'hui, c'est un acteur clé de notre santé. Bon, il n'y a plus de débat là-dessus. C'est un écosystème qui est très complexe, qui va abriter des milliards de micro-organismes bénéfiques. Donc, il est au cœur réellement de notre bien-être global. Anatomiquement, donc, c'est effectivement la partie la plus proche de la lumière intestinale. Et chacun détient donc sa propre flore intestinale, son propre microbiote intestinal. On parle aujourd'hui même du métagénome, pour ceux qui connaissent, notamment de métagénomique. La métagénomique, vite fait, rapidement, c'est l'étude de l'ensemble, si vous voulez, du contenu génétique de tous les membres du microbiote dans un habitat naturel.
Ensuite, ben, le microbiote intestinal donc comporte jusqu'à 100 000 milliards de bactéries. Hein. C'est 10 fois le nombre de cellules qu'on appelle les cellules somatiques en fait et germinales hein, qui nous composent. C'est environ 2 kilos aussi de micro-organismes avec environ 1000 espèces. Donc c'est quand même pas neutre. Et un pool de gènes, ça c'est super intéressant quand même, qui est 150 fois supérieur au génome humain. Donc c'est pas neutre, hein. Sans compter que l'activité métabolique, alors je ne l'ai pas notifié ici, mais que l'activité métabolique de notre microbiote, hein, de tous les signaux qu'il va pouvoir effectivement engendrer, cette activité métabolique, elle est égale à celle du foie. Donc là aussi, c'est quand même pas neutre. On va retrouver 4 grandes familles avec des sous-classes, les firmicutes, les bactéroïdètes, les protéobactéries, les actinobactéries aussi également. Mais en gros, il faut garder en tête que les bactéroïdètes et les firmicutes, c'est ce qui représente l'immense majorité des bactéries. C'est environ 90% hein, de notre flore intestinale. Donc voilà, c'est vraiment les 2 plus grandes familles qui sont représentées. Et il est important aussi de comprendre que la composition en bactéries, la diversité génique hein, de notre microbiote sont des indicateurs très importants, des indicateurs clés de notre santé. Donc ces micro-organismes dont font partie les bactéries, il n'y a pas que des bactéries, il y a des parasites, hein, il y a des levures, il y a des champignons, il y a des virus qui vont influencer, on va le voir plus loin dans le support, donc notre humeur, notre poids, ça va jouer un rôle aussi dans la digestion de nos aliments, dans la défense aussi contre les pathogènes, dans le développement et la maturation aussi de notre système immunitaire, donc c'est extrêmement large hein, les rôles de nos bactéries. Et puis il est bien sûr sans rappeler que nous avons un microbiote à chaque étage, hein, la bouche, le pharynx, les voies respiratoires, la peau, notre appareil digestif bien sûr, et puis dans nos voies urinaires et notamment aussi génitales. Et puis il y a cet axe intestin-cerveau, où il est communément admis que, notamment hein, par la communauté scientifique, que le dialogue entre les 2 cerveaux, aujourd'hui est quand même bien établi, hein, il n'y a plus trop de débat là-dessus. On peut définir d'ailleurs ce dialogue comme une autoroute hein, à 4 voies. Moi, je parle souvent d'une autoroute à 4 voies. Il y a un dialogue au niveau sanguin, au niveau systémique, hein, au niveau immunitaire, au niveau endocrine et aussi au niveau nerveux. Ou tout simplement, où là, les bactéries, si vous voulez, intestinales, vont sécréter des molécules, hein, donc ce qu'on appelle des métabolites. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais ces mêmes métabolites vont activer différentes cellules intestinales, que ce soit des cellules épithéliales, des cellules immunitaires, des cellules endocrines ou encore neurones, hein, qui vont elles-mêmes envoyer, hein, ces cellules intestinales, qui vont elles-mêmes envoyer des signaux au cerveau via notre fameux nerf vague. Et si on compare ici le nombre de bactéries au nombre de cellules qui sont présentes dans notre organisme, eh bien, véritablement, nous sommes beaucoup plus bactériens qu'humains, en fait, hein, à vrai dire. Alors, hop, est-ce que ça veut bien tourner? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut plus, c'est bloqué. Non, c'est bon, ça remarche. Alors, on va rentrer un peu plus dans le rôle des bactéries, avec effectivement cet échange effectivement symbiotique où l'organisme va héberger tous nos microbiotes hein, et les microbiotes en retour, en contrepartie, vont jouer effectivement un rôle majeur. Alors, j'aurais pu citer, vous allez voir, je vous ai mis tout ça sur 2 slides, mais bon, bien évidemment, le spectre est extrêmement large. Je vous ai mis vraiment les grandes lignes hein, donc de défense et de protection de l'organisme, digestion des glucides par glycolyse aussi, donc au niveau bactérien. Nos bactéries synthétisent aussi certaines vitamines liposolubles, comme les vitamines A, vitamine K, d'autres vitamines aussi, notamment du groupe B, protection contre les pathogènes, puisque les souches probiotiques vont activer ce qu'on appelle des lymphocytes T-régulateurs, hein, qui se retrouvent notamment au-dessus de nos entérocytes, on va le voir plus loin. Donc, elles nourrissent aussi, hein, ces bactéries, elles renouvellent l'épithélium avec la production des fameux acides gras chaîne courte, hein, donc les fameuses AGCC, notamment via les fibres alimentaires. Hein, souvenez-vous, hein, les fibres alimentaires ne sont pas digérées par le grêle, elles sont effectivement digérées par métabolisation, donc par nos bactéries dans le côlon, donc bactéries de fermentation dans le côlon ascendant et bactéries de putréfaction dans le côlon descendant, mais principalement les fibres alimentaires hein, sont fermentées dans le côlon ascendant par des souches probiotiques, des bactéries spécifiques, des bactéries de fermentation. Ces bactéries participent aussi à la dégradation des acides biliaires hein, dans la reconjugaison, déconjugaison, les xénobiotiques, certains acides aminés aussi aromatiques, et puis ces bactéries régulent aussi l'absorption des acides gras, de certains oligominéraux comme magnésium, calcium, bon bref, on pourrait encore beaucoup développer ici. Et il y a quand même une sécrétion, notamment
Alors, de bactériocines, ça c'est important, ce qu'on appelle les PAM, hein, les peptides antimicrobiens. Donc, on va le voir qu'ils sont sécrétés par des cellules encore spécifiques, hein. Donc, on a une action qui va aussi favoriser l'angiogénèse avec nos bactéries, hein, notamment chez le sportif. On parle souvent de ce grand sujet de l'ischémie-reperfusion. On pourrait même peut-être un jour faire un webinaire là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant aussi de bien paramétrer ce phénomène d'ischémie-reperfusion chez le sportif. Nos bactéries nous aident aussi à réguler notre appétit, notre satiété, avec les fameuses hormones de la gréline au niveau de l'estomac et de la leptine dans notre tissu adipeux. La densité osseuse aussi, avec la captation, hein. Nos bactéries nous aident à mieux capter la vitamine D et notamment le calcium pour faciliter et favoriser une bonne densité osseuse. Régulation, notamment équilibre au niveau de notre fer et de notre vitamine B12. On le sait, ça aussi, c'est bien connu, la synthèse de neuromédiateurs très importants et le contrôle du poids, avec notamment la rediversification de certaines souches probiotiques, notamment comme la Gasseri, comme l'Akkermansia mucinifila, voilà, qui est en verbe en ce moment, effectivement, depuis quelques années, notamment dans la régulation des glucides et des lipides. Voilà, donc j'ai mis etc., mais effectivement, il y a encore bien d'autres rôles. C'est vrai qu'on connaît quand même mieux les effets pathogènes, hein, de bon nombre de bactéries que le rôle, on va dire, de millions d'autres. Ces bactéries commensales, notamment dans la physiologie de notre organisme. Donc, même si on sait que donc tous ces microbes, ces bactéries intestinales contribuent à digérer notre nourriture, à synthétiser des vitamines, à nous protéger, à maturer, éduquer notre système immunitaire. Bon, il reste quand même que la découverte de nouvelles bactéries, leur abondance, si vous voulez, qui est quand même vraiment insoupçonnée aujourd'hui. On est à l'aube, effectivement, de découvrir cette métagénomique. Et cette abondance, si vous voulez, cette biodiversité, vont quand même vraiment, je pense, et très certainement bouleverser nos concepts sur le monde vivant, parce que dans les années à suivre, hein, parce que il y a un intérêt croissant, hein, de cette recherche sur les souches probiotiques depuis, on va dire, une trentaine d'années. Donc, il y a encore beaucoup et matière à faire ici sur ce grand sujet du microbiote. Alors, ouais, c'est bon, ça fonctionne. Donc, deuxième barrière, le mucus. Là aussi, le mucus, un élément clé, hein, de cette homéostasie intestinale. Ce mucus qui va servir donc à protéger, qui va servir à hydrater, à lubrifier notre muqueuse digestive, hein, mais aussi eh bien, servir de substrat énergétique, hein, notre microbiote, hein, afin qu'il puisse tout simplement se rediversifier et maintenir donc ce qu'on appelle l'état eubiotique, hein, l'état eubiotique ou symbiotique de notre microbiote. Alors, ce mucus, il est constitué principalement de mucines. Les mucines, ce sont des glycoprotéines, hein. Donc, c'est un enchevêtrement d'acides aminés et de chaînes oligosaccharidiques, en fait, si vous voulez, hein. Ce sont des oligosaccharides qui vont s'enchevêtrer avec des acides aminés, qui vont créer des glycoprotéines. Donc, ça fusionne avec des acides aminés, hein, tout simplement. Et ces mucines, elles sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique des cellules caliciformes de l'épithélium intestinal. Ces cellules caliciformes, j'en parlerai un petit peu plus tard dans une autre slide. Vous allez voir, on va entrer vraiment on va faire un grand zoom sur notre muqueuse digestive et on va vraiment développer tous les types de cellules existants sur notre muqueuse. En d'autres termes, en tout cas, ces mucines sont excrétées ensuite, une fois qu'elles sont produites dans ces cellules caliciformes via le réticulum endoplasmique, elles sont excrétées dans la lumière intestinale, et bien pour émettre effectivement cette fonction de protection extrêmement importante. Donc c'est un gel viscoélastique, hein, le mucus, c'est un gel insoluble, hein, qui colle à la muqueuse. Et cette couche donc hydrosoluble, hein, va héberger effectivement le microbiote et les fameuses IgA sécrétoires. Croissance aussi, rôle très important puisque ça sert de site d'ancrage, en fait, si vous voulez, ce mucus à nos bonnes bactéries, qu'on appelle les bifidos principalement. Et une fois que ce mucus est excrété dans la lumière intestinale, eh bien, nos bactéries, nos bifidos vont pouvoir s'y ancrer. Et à partir du moment où elles sont ancrées dans ce mucus, eh bien, elles vont pouvoir tout simplement se répliquer, se rediversifier, puisqu'elles vont en quelque sorte manger ce substrat qui est extrêmement nourrissant pour elles. Et donc, c'est de par ce substrat du mucus qu'elles vont pouvoir effectivement se rediversifier. Et c'est comme ça qu'on arrive effectivement à maintenir l'état eubiotique, hein, au niveau intestinal et de lutter surtout contre les états de dysbiose intestinale. 4 protections spécifiques, physiques, chimiques, mécaniques, et aussi microbienne pour le mucus intestinal, donc physique en hydratant, en lubrifiant l'épithélium, chimique parce que ça va servir aussi de répulsif, en fait, hein, le mucus va auditer un petit peu
Donc, les bonnes bactéries, ça profite des mauvaises bactéries pathogènes. Donc, il y a un tri qui va se faire grâce à ce mucus pour éviter que les pathogènes agressent la muqueuse intestinale. Une protection mécanique, donc de contrôle de bactériémie pathogène et mécanique, parce que ça va servir surtout de site d'ancrage aux bonnes bactéries, et microbienne, puisqu'effectivement, ça permet de mettre en place une barrière physique aux pathogènes. Et donc, ça va vraiment éviter l'adhésion, en quelque sorte, effectivement, de ces agresseurs donc, aux cellules épithéliales. Donc, voilà pour ces 4 protections. Hein, donc, extrêmement important, ce mucus aussi, on en parle très peu, mais pour moi, ça reste, vous voyez, dans les 4 barrières, une des barrières quand même aussi extrêmement importante, parce que sans mucus, on ne peut pas rediversifier le microbiote, et sans mucus, il peut pas y avoir, et sans microbiote, il ne peut pas y avoir de mucus. Donc, c'est vraiment une interrelation là aussi qui est extrêmement étroite. Un mot, effectivement, rapide sur le polymorphisme génétique. Alors, même si nous pourrions beaucoup plus développer sur le sujet ici, d'ailleurs, ça serait aussi l'occasion, pourquoi pas, de refaire un webinaire là-dessus prochainement, mais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet oligosaccharide essentiel qui est présent dans le lait maternel. Alors, je veux bien sûr parler du 2-fucosyl-lactose. Hein. C'est bien plus qu'un simple sucre, en fait. Hein. Il va jouer un rôle crucial dans la santé intestinale. Mais il est tout de même important. Voilà, la petite info que je voulais vous apporter ici, c'est que il faut juste entendre qu'il y a à peu près 20% de la population aujourd'hui qui présente un polymorphisme génétique spécifique, hein, et qui va altérer l'expression fonctionnelle de l'enzyme FUT2, cette enzyme qui permet en quelque sorte presque de produire ce mucus intestinal. Donc, si je suis déficient d'enzyme FUT2, ben ça entraîne une incapacité à produire ce 2-fucosylactose qui lui-même rentre dans la composition du mucus intestinal. Donc, par conséquent, ces individus qui se voient donc privés en quelque sorte de la possibilité de profiter des effets bénéfiques associés au 2FL, hein, malheureusement, il va y avoir une perte du mucus et un état dysbiotique va se mettre effectivement donc, en place. Hein. Donc, ce sont des états dysbiotiques qui sont récurrents, qui peuvent devenir chroniques et qui peuvent aboutir à des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc avec les fameux profils des maladies de Crohn, des maladies cœliaques, des RCH aussi, des rectocolites, les candidoses, mais les candidoses bien cognées. Vous avez fait un protocole qui est extrêmement bien conduit, le patient vous dit qu'il va beaucoup mieux, et puis au bout d'un an, il vous rappelle en vous disant c'est catastrophique, c'est reparti, et ça revient plus fort que ma candidose d'origine. Là, vous devez avoir un petit peu la puce à l'oreille et vous dire est-ce que mon patient consultant ne serait pas peut-être FUT2 non sécréteur. Voilà, donc ça, sur les candidoses, le FUT2, c'est vraiment, voilà, moi je le fais quasiment doser tout le temps parce que en un cas sur 2, j'ai un profil FUT2 non sécréteur. Donc là, il faudra du 2FL quasiment sur du long terme. Les diabètes aussi, hein, pensez-y, parce qu'on voit de plus en plus de profils diabétiques, notamment avec des profils FUT2 non sécréteurs. Alors, justement, une petite image ici pour mieux vous faire comprendre de façon un petit peu plus pédagogique la différence entre le profil non sécréteur et le profil sécréteur. Donc, à gauche, les non sécréteurs qui ne produisent pas cette molécule, donc qu'on appelle le 2-fucosylactose, en raison donc de cette mutation du gène FUT2, c'est-à-dire que le gène ne code plus pour l'enzyme, et donc l'enzyme n'est plus fonctionnelle. Ce profil, il est dit donc homozygote muté, c'est-à-dire que la personne, si vous voulez, elle a bénéficié des 2 allèles, hein, donc papa et maman, mais qui n'étaient pas malheureusement fonctionnels. Donc ici, pour ces profils, le mucus ne sera pas ou peu synthétisé, et même s'il y a une production minimale qui peut être présente, celle-ci ne sera pas fonctionnelle malheureusement. Donc ce manque de production, on l'a vu, ça entraîne beaucoup de déséquilibre au niveau du microbiote. Donc effectivement, il faudra là voir effectivement la récurrence au niveau des troubles digestifs, avec les ballonnements constipation, hein, ça peut être constipation, diarrhée chronique, les MICI qu'on a cités, Crohn, cœliaque, RCH, il peut y avoir des infections gastro-intestinales. On pourrait développer aussi sur l'Helicobacter pylori, hein, qui est souvent effectivement développé dans les profils FUT2 non sécréteurs. Bon, les inflammations chroniques de bas grade, les allergies, les hypersensibilités alimentaires qui vont pouvoir se mettre en place. On a vraiment une vulnérabilité, si vous voulez, quand il y a ce profil FUT2 non sécréteur au niveau intestinal, vraiment. Et encore, je ne parle pas des maladies métaboliques, voilà, diabète ou cardiovasculaire, mais qui sont aussi, en tout cas, de facto. À droite, vous avez les sécréteurs. Alors, 2 sous-types de sécréteurs. Ils sont capables donc de produire le 2-fucosylactose, puisque l'enzyme est quand même donc fonctionnelle dans leur sécrétion, on va dire corporelle, hein, comme la salive, et donc justement dans le mucus.
Donc, ils vont bénéficier, ces patients-là, de cette protection naturelle, donc qui va permettre de renforcer le microbiote intestinal. Et donc, vous avez le profil sécréteur homozygote sauvage, donc à gauche, là, où vous avez les deux allèles qui sont sains, donc les deux allèles papa-maman qui sont sains. Donc là, effectivement, le mucus sera optimal, il sera fonctionnel, donc effectivement, pas besoin de prise de 2-fucosyl-lactose sur du long terme ou à vie. D'accord? Donc là, a priori, pas de souci particulier. Et puis, vous avez le profil sécréteur, toujours, mais hétérozygote. Cette fois-ci, l'enzyme ne fonctionne qu'entre 30 et 50% en moyenne. Hein. Je dis bien en moyenne, environ de sa capacité enzymatique. Donc là, le mucus sera quand même synthétisé, mais en moins grande quantité, si vous voulez, et il sera beaucoup moins résistant. Voilà. Donc, l'hétérozygote aura besoin aussi quand même de faire des cures de temps à autre de 2-fucosyl-lactose pour pouvoir certainement prendre en charge les troubles digestifs associés. Alors, comment savoir si on est concerné ou pas? Je vais y revenir un peu plus loin dans le support, hein, mais on a des tests génétiques qui existent pour déterminer si on est un profil sécréteur ou non sécréteur. Et après, vous pouvez aussi uniquement faire mesurer l'activité enzymatique, si vous voulez, de l'enzyme, sans passer pour un polymorphisme. Mais je vais y revenir. Alors ici, dans cette slide, vous avez donc, voilà, c'est la même, c'est juste que j'ai intégré le produit qu'on appelle le 2-fucosyl-lactose synergisé de chez Copmed. Donc à gauche, le profil non sécréteur, eh bien, on va lui apporter effectivement le substrat. Alors en fait, le 2FL, attention, parce que des fois j'entends en tout cas des infos qui sont un peu erronées, mais le 2-fucosyl-lactose, quand on apporte du 2FL en direct à un patient, qui est non sécréteur par exemple, on ne relance pas le mucus, hein, d'accord? On ne relance pas du tout le mucus avec le 2-fucosyl-lactose. Alors nous, on a intégré la tréonine et la sérine, qui sont les deux acides aminés qui permettent de fixer le 2FL, et donc d'avoir vraiment, on va dire, un effet prébiotique en fait. Hein. C'est comme si on intégrait un prébiotique donc, dans la sphère digestive du patient pour que justement ce prébiotique, ce 2FL, puisse favoriser l'état eubiotique intestinal et donc lutter contre les troubles digestifs. À droite, l'homozygote sauvage sécréteur, lui, il n'aura pas besoin, effectivement, d'avoir une prise de 2FL. Et l'hétérozygote, lui, par contre, il sera intéressant de lui faire de temps à autre des maxi-cures de 3 mois, par exemple, à répéter en fonction de la clinique. Voilà, si la clinique s'améliore, pas besoin peut-être de refaire une cure de 3 mois. Peut-être qu'une cure de 3 mois dans l'année peut largement suffire à rétablir la sphère intestinale. Voilà, c'était juste 2 mots rapides, mais pour que vous ayez effectivement les 2 slides sur le comparatif entre un profil sécréteur et non sécréteur, et ce n'est pas forcément toujours clair. Alors, on va passer sur cette 3e barrière maintenant, donc celle de l'épithélium intestinal. Donc, l'épithélium digestif, on va le voir, il est constitué vraiment de multiples cellules qui sont vraiment disséminées tout le long de notre muqueuse digestive et qui ont des missions bien spécifiques. On va également donc, le voir dans les prochaines slides. Donc, la surface de l'épithélium, c'est quasiment pas loin de 500 mètres carrés. C'est quasiment 2 terrains de tennis, comme on dit souvent. C'est une surface qui comprend de nombreux plis, même des gros replis sous forme de saillies qu'on appelle. Et chaque saillie, effectivement, est constituée de villosités intestinales, notamment avec les bordures en brosse qu'on appelle. Et sur chaque villosité, eh bien, vous avez une couche de cellules. On appelle les entérocytes. Il n'y a pas que les entérocytes, mais on retrouve majoritairement les entérocytes. Et en dessous de cette muqueuse, on retrouve un tissu de soutien qui est parcouru par de nombreux capillaires sanguins, mais aussi lymphatiques. Et puis, on a ce pôle apical aussi des entérocytes qui est représenté donc par les fameuses microvillosités. Alors, dans cette slide ici, juste pour vous dire qu'il n'y a qu'une seule couche de cellules qui va constituer notre barrière intestinale, donc grêle et côlon, bien sûr. On retrouve les cellules entérocytes, les cellules M, les cellules de Paneth, les cellules caliciformes, les entérochromaffines. Donc, tout ça, on va les développer juste sur la slide suivante. Donc, on a un renouvellement qui est record, vraiment, dans l'organisme. Chaque jour, c'est plus de 50 milliards de cellules intestinales qui naissent et qui meurent. En gros, chaque minute, c'est 1 million d'entérocytes qui sont renouvelés. Donc là aussi, c'est quand même pas neutre. Donc, renouvellement extrêmement important. Ce sont des cellules, les entérocytes, qui sont très sollicités.
et qui consomme beaucoup d'énergie. Elle s'use aussi très rapidement et il y a un turnover effectivement très important. Donc, ces mêmes cellules intestinales, elles sont reliées en effet par ce qu'on appelle donc les jonctions serrées. Bon, ça sera peut-être des révisions pour certains, mais ça fait pas de mal de revoir aussi un petit peu l'aspect physio. Donc, ces jonctions serrées grâce à des protéines qu'on appelle claudine et occludine. Et cette cohésion, donc effectivement, entre chaque entérocyte, donc au niveau de ces jonctions serrées, si cette cohésion n'est pas préservée, eh bien, c'est la santé, comme vous savez, qui est remise en question. Et donc, il va entraîner des maladies se terminant par ose, comme l'arthrose, IT, comme les tendinites, par exemple, ou algie, les myalgies, les fibromyalgies, entre autres. Et puis, on a bien sûr une perméabilité naturelle. Ça, c'est toujours important aussi d'intégrer. Donc, l'intestin n'est pas totalement imperméable. Il y a quand même une perméabilité naturelle, c'est-à-dire physiologique, pour laisser passer des micromolécules, oligo-éléments, vitamines ou encore d'autres molécules spécifiques. Alors, ici, justement, je vous propose de plonger tout de suite au cœur de nos intestins, principalement de notre muqueuse intestinale, donc en zoomant dans les replis, justement, de notre tube digestif, et ainsi observer notre muqueuse à la loupe, eh bien, tout simplement pour mieux comprendre, cette fois-ci, l'ensemble des cellules qui tapissent notre intestin, mais aussi leur fonctionnement. Ce sera certainement, encore une fois, je dirais peut-être des révisions pour certains, mais peut-être pas pour d'autres. Le but étant d'aller vraiment à l'essentiel ici, au vu du temps imparti, et tout en vous donnant donc les infos les plus importantes. Alors, on retrouve tout d'abord en haut à gauche une villosité intestinale que nous retrouvons donc dans les replis de nos intestins. Si on zoome sur une partie de cette même villosité, eh bien, on va apercevoir donc les cellules épithéliales qui composent donc notre fameuse muqueuse intestinale. On a les entérocytes qu'on a cités, donc, qui nous permettent effectivement d'assimiler les nutriments apportés par l'alimentation, de favoriser aussi notamment ce qu'on appelle la détox des éléments étrangers. Donc, on a des petites pompes en fait qu'on appelle les pompes PGP. Ce sont des pompes de détox qui se retrouvent au-dessus des entérocytes et qui nous permettent aussi déjà de pouvoir détoxifier des toxines, des toxiques pour éviter qu'elles n'agressent notre muqueuse. On a un rôle de digestion, d'absorption, on a un rôle immunitaire, de défense, tolérance aussi avec les entérocytes, avec les fameux toll-like récepteurs aussi, pour certains, si vous connaissez. Voilà, ce sont des cellules qui sont dites polarisées. On a un pôle apical sur lequel reposent nos microvillosités. Vous voyez la petite image en bas à gauche. Et puis, pour finir, un pôle basal. Donc, cette polarité, elle est maintenue, elle est essentielle. Il faut vraiment la maintenir, cette polarité. Et elle est maintenue par quoi? Par nos jonctions serrées, justement. Ensuite, vous avez les cellules caliciformes, qu'on appelle les cellules dites en gobelet. Vous avez la description juste sur la petite cellule à gauche, la cellule caliciforme, et vous voyez, il y a un creux. Donc, c'est pour ça qu'on appelle aussi les cellules en gobelet. Donc, ces cellules caliciformes, on en a parlé juste avant avec le mucus. Donc, elles sont missionnées pour la synthèse du mucus intestinal. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, sur les propriétés, on les a vues, de lubrification, etc. Donc, site d'ancrage aussi pour les bonnes bactéries. Donc, ce sont ces cellules qui vont excréter le mucus donc, dans la lumière intestinale et qui vont créer cette couche de mucus. Vous avez deux types de mucus. Il y a le glycocalyx, qui est le mucus le plus épais. Et après, vous avez une autre couche au-dessus de ce mucus glycocalyx. Vous avez une autre couche du mucus qui est beaucoup plus permissive et qui laisse passer les bactéries pour qu'elles puissent se rediversifier. Après, on a des cellules entérochromaffines. Les entérochromaffines qui sont quand même très intéressantes aussi pour la sécrétion de la sérotonine. Alors, pas que, mais elles sécrètent de la sérotonine, de l'histamine, de la motiline aussi. La motiline, alors un petit mot là-dessus parce que c'est quand même hyper important. Pour ceux qui connaissent le complexe migramoteur, donc la motiline, c'est une, on va dire, une molécule très importante pour vraiment activer ce complexe migramoteur. Et on pourrait résumer ce complexe migramoteur à une onde, si vous voulez, comme une vague en fait qui intervient dans les phases interdigestives et qui nous permet de finir le nettoyage de notre système digestif. Vous voyez, et ça, ce CMM, il est en relation directe avec la motiline. Donc, plus la motiline sera optimale, plus le CMM fonctionnera et plus le nettoyage sera bénéfique. Donc, cette sérotonine, quand elle va intervenir dans la fréquence et la régularité des ondes qui sont émises donc, par la muqueuse, donc pour que le CMM, effectivement, soit encore une fois optimisé.
Donc, pensez notamment, par exemple, au griffonia. Donc, on a un griffonia aussi à 5-HTP chez Copmed hein, pour augmenter les niveaux de sérotonine. On a le safranal aussi triactif hein, que j'aurais pu mettre ici sur la slide, mais voilà, je vous le dis à l'oral, qui vont donc non seulement aider à l'augmentation des niveaux de sérotonine pour les troubles nerveux, bien sûr, mais aussi optimiser le fonctionnement de ce fameux CMM. Et la motiline aussi permet d'optimiser le péristaltisme, notamment donc au niveau du côlon. D'autres cellules qu'on appelle aussi les cellules M en violet, que vous avez au centre de l'écran, là, qui, elles, sont missionnées pour présenter les antigènes au système immunitaire. Donc, ce sont des cellules, si vous voulez, qui vont en quelque sorte initier la réponse immunitaire hein, avec la synthèse de ce qu'on appelle les IgA sécrétoires, ce qui sont des anticorps spécialisés, si vous voulez, dans la protection des muqueuses. Donc, synthèse des IgA donc, en cas de présence de pathogènes. Elles induisent soit la tolérance en absence de pathogènes, donc avec l'état eubiotique, ou soit la défense hein, en présence de pathogènes, donc état dysbiotique. En quelque sorte, donc, ces cellules M, elles vont nous informer, si vous voulez, pour synthétiser, sur la présence de pathogènes dans la lumière intestinale, et donc elles vont nous permettre d'informer et d'éduquer, donc, et de faire maturer notre système immunitaire. Donc, cellules aussi très importantes, ces cellules M. On a les cellules dites de Paneth, juste à côté des cellules caliciformes, hein, que vous voyez aussi ici à l'écran, qui, elles, donc, vont renfermer plutôt des substances antimicrobiennes, hein, qu'on appelle plutôt les défensines, d'ailleurs, qu'elles vont produire hein, et qui vont jouer là aussi un rôle dans l'immunité innée surtout, hein, de la barrière intestinale. Et puis après, vous avez d'autres cellules que je n'ai pas forcément citées ici, qu'on appelle les cellules indifférenciées, hein, qui se trouvent au niveau des cryptes villositaires, hein, et qui vont donc donner naissance, hein, ce sont ces cellules-là qui donnent naissance aux entérocytes, par différenciation et par migration. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas que les entérocytes hein, dans le grêle, tout comme les colonocytes dans le côlon, hein, nous avons plusieurs types de cellules avec des missions qui sont quand même vraiment bien spécifiques. Alors, un petit mot quand même sur la porosité. On ne pouvait pas passer effectivement sur l'épithélium digestif intestinal sans parler quand même de la porosité intestinale et de ce fameux leaky gut. Donc, on a différents niveaux de perméabilité. Elle est physiologique pour laisser passer donc, des éléments vitaux, on l'a vu. Et cette perméabilité, elle peut devenir pathologique lorsqu'il y a translocation bactérienne, lorsque les bactéries vont passer ces jonctions serrées. Donc, pour détecter une HPI, donc un leaky gut, on va le voir aussi juste après, on a des tests hein, qui sont bien sûr possibles, comme le test de la zonuline. Alors, il faut plutôt faire la zonuline fécale, hein, qui est beaucoup plus marquante, on va dire, hein, qui est beaucoup plus spécifique qu'une zonuline sérique. Hein. Moi, je préfère plutôt la fécale parce que c'est beaucoup plus intéressant. Donc, la zonuline, rapidement, vous savez, c'est cette protéine hein, qui ouvre l'espace intercellulaire hein, des entérocytes en activant une enzyme. Hein. On dit souvent que c'est la zonuline, mais oui, la zonuline est excrétée par l'entérocyte, mais par contre, elle active une enzyme qu'on appelle la MLCK, hein, c'est la Mucin Light Chain Kinase, et c'est cette enzyme qui va avoir une fonction sécatrice, en fait, hein, celle qui va vraiment favoriser l'ouverture, on va dire, pathologique des jonctions serrées. Et puis, on a cette LBP pour lipopolysaccharide binding protein, hein, la LBP qui notamment va nous servir à détecter, à dépister une porosité, cette fois-ci, du côlon. La zonuline fécale, c'est plus pour la porosité du grêle. La porosité du côlon, c'est plus la LBP qu'il faut faire effectivement marquer, doser, pour ceux qui sont intéressés par les marqueurs nutritionnels et fonctionnels. Voilà, d'ailleurs, on a souvent une dysbiose de putréfaction qui est souvent associée quand on a la LBP augmentée. Voilà, on va y revenir un petit peu plus loin. L'inflammation chronique de bas grade aussi, hein, notamment dans le leaky gut. Hein. Le leaky gut favorise cette inflammation chronique de bas grade. Hein. Là aussi, on peut faire doser la CRP ultra sensible. Hein. Je dis bien la ultra sensible, c'est important. Donc, et les causes de l'HPI, on va y revenir aussi donc, dans une autre slide. Mais bon, vous savez tous que ici, hein, l'alimentation avec les plats industrialisés, l'alcool, le tabac, les causes iatrogènes, ces médicaments qui sont pris sur du long terme, le stress, la pollution sont des causes bien évidemment principales du leaky gut et le retentissement se fait bien évidemment en périphérie sur tout l'organisme avec des dégâts plus ou moins délétères en fonction, je dirais, de l'état du terrain du patient. Alors, un mot rapide sur la définition de l'hyperperméabilité intestinale, puisque nous sommes sur cette troisième couche de protection qu'est l'épithélium intestinal. Donc, elle se définit, cette porosité, cette hyperperméabilité, comme une altération de la fonction barrière de l'intestin, tout simplement, hein, par altération des jonctions serrées.
ces protéines de jonction qui permettent de maintenir les entérocytes entre eux, ce qui va donc entraîner une dépolarisation des entérocytes. Ça aboutit donc à une diminution forcément de l'absorption des nutriments et une augmentation du passage des toxines et des molécules qui sont bien évidemment non désirables, ce qu'on appelle les antigènes alimentaires d'ailleurs. Et donc, lorsque cette muqueuse est altérée et enflammée, effectivement, les jonctions serrées se distendent. On a une porosité intestinale qui s'installe. La muqueuse se fragilise. Elle ne joue plus son rôle effectivement de barrière de façon efficace. Donc, ça laisse passer des toxines, des bactéries, des métaux lourds, des allergènes, des aliments qui ne sont pas digérés en amont dans la sphère digestive haute. Donc, ça passe à travers la paroi intestinale qui, elle, est devenue donc forcément perméable. Donc, ces substances qu'on qualifie souvent d'indésirables vont circuler librement, si vous voulez, dans l'organisme, via la circulation sanguine. Donc là, l'intestin devient poreux. C'est comme on dit souvent, une véritable passoire. C'est le phénomène tout simplement de l'hyperperméabilité intestinale ou de ce fameux leaky gut, notamment syndrome. Alors, ici, rapidement, donc les causes. Je dis bien rapidement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je pense que tout ça, vous le connaissez déjà. C'était juste un rappel rapide avec l'alimentation moderne, les médicaments. Bon, le sport intensif aussi, la consommation de substances toxiques, le déficit enzymatique, il ne faut pas l'oublier non plus, les intolérances alimentaires, les intolérances au FODMAP, les différents types de dysbiose aussi. On va y revenir juste après sur les dysbioses de fermentation et de putréfaction. Bon, bref, voilà, ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense que voilà, vous les connaissez. C'était vraiment juste le fait d'intégrer cette slide par rapport à la thématique. Il était important quand même de revoir les principales causes, mais aussi, comme ici, notamment les principales conséquences. Donc, quand il y a une altération de l'étanchéité et donc de porosité, on sait que les désagréments sont multiples. Ça peut être associé à une réaction inflammatoire, des troubles intestinaux, digestifs, des allergies, des hypersensibilités, des intolérances alimentaires, forcément une fatigue générale persistante jusqu'au dérèglement de notre système immunitaire et des problématiques beaucoup plus importantes. Donc bon, là je passe aussi rapidement parce que les conséquences, vous les connaissez aussi quand même majoritairement. Vous pourrez les revoir à tête reposée quand vous aurez le support, mais voilà, là ici je pense qu'il n'y a pas matière à développer plus, puisqu'on connaît quand même tous ici, en tout cas j'espère, les causes et les conséquences de la porosité. Là par contre c'est intéressant, c'est juste en fait vous donner au comparatif aussi, parce que des fois on a pas mal de questions là-dessus, donc où est-ce que ça fermente, où est-ce que ça putréfie, est-ce que cliniquement on peut vraiment dissocier les deux? Bien sûr, bien sûr. Donc là vous avez un rappel rapide sur les deux types de dysbiose que les praticiens que vous rencontrez donc dans vos cabinets. Donc c'est important quand même de bien les distinguer et de savoir faire la différence entre les deux. Donc, à gauche, vous avez la dysbiose de fermentation, où là, effectivement, on est souvent sur des excès de sucre. On a souvent un profil constipé avec des selles collantes, une mauvaise haleine, des ballonnements, notamment aussi, et des gaz surtout qui ne sont pas odorants. Ça, c'est un signe clinique, effectivement. Quand le patient effectivement a des gaz, s'il vous dit qu'il n'y a pas d'odeur dans ces gaz, c'est qu'on est probablement plus sur une dysbiose de fermentation, à contrario d'une dysbiose de putréfaction, où là, il peut y avoir un excès de protéines, on va le voir juste après, et qui peut créer ces gaz nauséabonds. Les douleurs coliques sont plutôt à droite dans la dysbiose de fermentation, donc côlon ascendant, plutôt dans l'angle effectivement de l'angle colique droite, donc entre le côlon ascendant et le côlon transverse. Et puis à droite, vous avez la dysbiose de putréfaction, où là, effectivement, il peut y avoir à la fois une maldigestion de protéines ou alors un excès de protéines aussi. On peut bien les digérer, les protéines, mais peut-être qu'il peut y avoir aussi un excès alimentaire de protéines. Là, les gaz sont plutôt nauséabonds. Il y a souvent des spasmes gastro-intestinaux, il y a des crampes, vraiment des inconforts digestifs. Et puis, pas mal de composés, des amines biogènes aussi qu'on appelle, qui sont responsables notamment d'auto-intoxication, des douleurs coliques cette fois-ci à gauche notamment, et des selles qui peuvent être collantes, mais aussi parfois glaireuses. Voilà pour effectivement le comparatif entre les deux types, notamment donc de dysbiose. Pour terminer sur les 4 barrières, donc le GALT, ou le tissu lymphoïde associé à l'intestin, qu'on appelle, donc c'est le siège de fabrication, si vous voulez, de notre réponse immunitaire. Il est constitué de, voilà, on a les plaques de Peyer, on parle beaucoup des plaques de Peyer avec le système sous-muqueux.
On a aussi pas mal d'autres choses. Hein. Il y a des lymphocytes intraépithéliaux, on a des ganglions mésentériques, on a des follicules lymphoïdes aussi isolés. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais voilà, c'est vraiment un réseau extrêmement important aussi, le GALT sous-muqueux. Et notre système immunitaire, comme je dis souvent, est avant tout un système de tolérance, hein, avant d'être un système de défense. D'abord, on tolère et ensuite, on se défend. C'est le premier organe immunitaire avec quasiment 70 à 80% de cellules immunitaires. On a un équilibre entre, effectivement, ce rôle défensif et effectivement cette tolérance immunitaire. Le GALT, donc, c'est le principal support de notre système immunitaire du tractus donc gastro-intestinal. Donc, fonction de protection de l'organisme, bien sûr, contre l'invasion de microbes pathogènes, de parasites ingérés. On le localise, donc on l'a vu, hein, dans ces plaques de Peyer principalement, côlon, aussi l'appendice, la lamina propria. Bon, gardez en tête les plaques de Peyer, ça sera déjà très bien. Et ce système sous-muqueux qui stocke aussi nos lymphocytes B et nos lymphocytes T, notamment, qui eux-mêmes vont agir dans notre immunité adaptative. Les lymphocytes B vont plus s'occuper de l'immunité humorale, hein, donc plutôt extracellulaire systémique, alors que nos lymphocytes T vont plutôt s'occuper d'apporter une réponse immunitaire au niveau intracellulaire. Donc, quand cette immunité innée est débordée par l'infection, bien, à peu près au bout d'une semaine, c'est notre immunité adaptative et effectivement qui va prendre le relais. Alors, on pourrait beaucoup plus développer, hein, le GALT, on pourrait en parler une journée, mais bon, voilà, c'est vraiment les grandes lignes. En tout cas, juste pour terminer sur cette quatrième barrière, donc, qui définit ce sujet d'aujourd'hui de l'homéostasie donc, intestinale. Alors, comment concrètement optimiser effectivement notre barrière intestinale? Eh bien, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu, je dirais, pour ce quatuor d'inséparables. Hein. Moi, je les appelle vraiment les inséparables. C'est un quatuor. Tout l'enjeu, c'est bien entendu de permettre le passage des nutriments. Hein. Le but, c'est qu'on puisse quand même absorber nos nutriments pour qu'on puisse créer de l'énergie et puis qu'on puisse continuer à vivre, tout simplement. Donc, le passage des nutriments dans le circuit sanguin systémique, tout en formant une barrière contre les pathogènes ou les éventuels toxiques ou allergènes. Donc, c'est une tâche qui est très complexe, hein, qui est souvent mise à mal, donc, comme nous l'avons cité plus haut, hein, par une alimentation qui est déséquilibrée, pas de fibres, mauvaise diversification aux souches probiotiques, déficience micronutritionnelle, vitamines, minéraux, oligos, trop de sucre, trop de graisse hydrogénée, trop de polluants divers. Voilà, fait qu'effectivement, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir optimiser notre barrière intestinale. Donc ici, vous avez une synthèse avec les éléments essentiels pour garder une barrière intestinale solide et optimale. Il faut d'abord donc une bonne diversité du microbiote. Il faut un mucus qui soit, on l'a vu, hein, épais, qui soit suffisamment épais et aussi fonctionnel. Ça, c'est surtout important, qu'il soit fonctionnel. Des jonctions serrées qui soient optimales, hein, qui soient solides. Un niveau d'inflammation qui soit physiologique. Hein. Bien sûr, il en faut d'inflammation, mais il faut qu'elle reste physiologique. Hein. Il faut qu'il y ait un faible niveau. Et bien sûr, une préparation du terrain, c'est-à-dire une réduction des pathogènes et des toxines. Donc, en cas de SIBO, donc de prolifération, de pullulation bactérienne au niveau du grêle. Le LIBO, ça c'est une pullulation bactérienne au niveau du côlon, un excès si vous voulez. Le SIFO, c'est une résurgence de fongique du candida dans le grêle. La candidose, les parasitoses, donc tout ça, il va falloir effectivement nettoyer avant de pouvoir effectivement remettre en place une bonne homéostasie intestinale. Donc la préparation du terrain, elle est aussi très très importante. Donc voilà un petit peu la synthèse et tous ces éléments qu'il faudra respecter pour optimiser notre barrière. Alors, vous avez ici certains de nos produits, hein, donc pour conclure sur ces 4 barrières. Voilà en quelque sorte les produits phares que nous recommandons, donc notamment avec notre perméragule fort. J'ai choisi vraiment de mettre je vais détailler un petit peu plus loin. Hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on n'aura pas le temps forcément aujourd'hui, mais voilà, vous les avez ici à l'écran. Donc, le perméragule fort, c'est le produit le plus complet hein, pour prendre en charge cette homéostasie intestinale de façon très efficace, retrouver une homéostasie intestinale optimale avec une bonne intégrité de la muqueuse intestinale. Souvenez-vous qu'un déséquilibre de l'une aura un impact sur l'équilibre de l'autre et donc la prise en charge doit être globale et optimale. C'est ce que la gamme des perméragules et surtout le perméragule fort va nous apporter ici. Donc, nous l'avons vu aussi plus haut avec le mucus intestinal. Vous avez le produit de fucosyl lactose synergisé pour les profils FUT2, surtout non sécréteurs, hein, qui vont avoir besoin d'un traitement quasiment à vie, hein, en tout cas sur du très long terme.
Il n'y aura peut-être pas forcément besoin de prendre du perméagul fort sur du long terme, peut-être sur du 3 à 6 mois pendant un an, et ensuite enchaîner avec le 2FL si je suis sur un profil FU2 non sécréteur. Vous voyez, donc ça, ce serait important. Le perméagul fort, on recommande plutôt un sachet par jour, mais vous pouvez très bien démarrer et rester à un demi-sachet avec le perméagul fort sur 3 mois minimum. Et concernant donc le 2-fucosilactose, vous avez aussi la possibilité de le recommander en unitaire à raison de 2 à 3 gélules par jour pour les profils, donc, comme je vous l'ai indiqué, non sécréteurs homozygotes mutés, quand il n'y a plus aucune activité effectivement donc enzymatique. Vous avez les candibiotiques et candinates pour le grand sujet de la candidose. Donc, je vous renvoie effectivement à mon premier webinaire que j'ai fait avec Simplicure justement sur la candidose, où là, vraiment, je rentre dans tous les détails de la candidose. J'aurais malheureusement pas le temps ici de pouvoir tout développer, mais vraiment, quand on fait faire un DMI qu'on appelle, ou un MOU, le DMI, dysbiose mycose-intestinale, ou métabolite organique urinaire, laboratoire LIMS pour ne pas les citer, ou Bioavenir entre autres, il peut y avoir effectivement une dysbiose de fermentation fongique, quand il y a effectivement un candidat qui se produit sous forme mycélienne et qui va impacter effectivement cette homéostasie intestinale. Il serait important de prendre peut-être en charge de façon alternée la candidose et en même temps la régulation de l'homéostasie, c'est-à-dire qu'on peut faire un jour sur deux, par exemple, candibiotique pour avoir une action ciblée antifongique sur le candidat. Okay, on fait ça lundi, mercredi, vendredi, vous voyez. Et le mardi, jeudi, samedi, on peut alterner avec un sachet de perméagul fort. Parce qu'il faudra à la fois rétablir l'écosystème intestinal, il faudra retaper la muqueuse intestinale, mais en même temps agir avec une action antifongique pour le candidat s'il y a candidat, bien évidemment. Vous avez en haut les aromas gastro-intestinaux avec le vermifluide. Ça, c'est 2 produits que j'intègre très souvent dans les préparations au terrain. Alors, l'aroma gastro-intestinal, rapidement, c'est un complexe de 7 huiles essentielles. Je n'aurai pas le temps de les détailler, mais en tout cas, c'est un complexe très spécifique que j'utilise beaucoup dans le SIFO, dans le SIBO, notamment dans le LIBO aussi. Ça, c'est vraiment pour baisser la charge bactérienne et éviter toutes les conséquences associées notamment à ce fameux SIBO qu'on rencontre de plus en plus dans nos consultations. Et je l'associe souvent au vermifuge, qui est un vermifuge naturel. Et là aussi, ça, c'est tellement tombé en désuétude. Plus personne ne se vermifuge. Et ça, c'est quand même catastrophique parce que les parasites, on en ingère tous les jours dans notre alimentation. Il suffit qu'il y ait une hypochloridrie, justement, eh bien, on aura une intoxication potentiellement alimentaire et on aura un impact vraiment très spécifique et délétère sur notre système digestif. Donc, apporter cette bombe biochimique que j'appelle moi avec l'aroma gastro, on met un teraminé pour toutes les bactéries pathogènes, pour le candidat, vermifluide pour les parasites. On fait ça pendant 3 semaines, 1 mois. Je peux vous garantir que déjà en préparation de terrain, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis derrière, effectivement, en fonction des résultats d'un DMI, de porosité, eh bien, on va alterner entre le perméagul fort et le candibiotique ou perméagul fort candinate, par exemple, pour vraiment travailler à la fois sur la candidose et à la fois sur la perméabilité, effectivement, donc intestinale. Alors, je pourrais développer beaucoup plus, mais voilà, j'essaie de faire attention aussi au temps qui déjà passe très vite et je n'ai pas encore fini. Donc là, vous avez des exemples de prise en charge préventive, voilà, comme je vous le disais, avec la préparation du terrain. Donc, vous retrouverez voilà, ici les conseils d'utilisation. Bon, ça, c'est vraiment du pratico-pratique. Voilà, c'est pour aller tout de suite à l'essentiel avec les huiles essentielles et les vermifluides. Donc, pour préparer le terrain, s'il y a une prise en charge de candidose, voire de SIFO, vous avez l'aroma gastro et candibiotique ou candinate, avec donc la posologie associée que je vous ai mis juste à droite. Et s'il y a effectivement porosité du grêle et ou du côlon, donc pour cicatriser et réparer, vous avez la gamme des perméagules. Mais le perméagule fort, pour moi, est vraiment la synergie la plus câblée là-dessus. Voilà, avec le 2-fucosilactose synergisé pour vraiment les profils FU2 non sécréteurs. Alors, je vous propose donc maintenant de voir ensemble justement notamment les marqueurs effectivement spécifiques pour détecter notamment les porosités du grêle, du côlon, les inflammations locales, donc au niveau du grêle aussi du côlon. Donc là, vous avez effectivement la zonuline fécale, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est pour vraiment dépister la porosité du grêle. La LBP, qui est une protéine synthétisée par notre foie et qui va effectivement augmenter quand il y a effectivement une charge bactérienne à gram négatif,
Donc, en fait, ce sont ces déchets des bactéries cellulaires qui sont autour des bactéries qui vont être dégradées et passer par la muqueuse intestinale, du côlon surtout. Et quand on a effectivement ces lipopolysaccharides, ces LPS qui passent par la barrière du côlon et qui se retrouvent dans le foie, eh bien, on a cette LBP qui va être produite par le foie. Et plus la LBP augmente, plus c'est signe effectivement de LPS en augmentation dans le côlon. Ce qui veut dire qu'il y a forcément, quasiment à chaque fois, une dysbiose de putréfaction qui est donc associée. L'alpha-antitrypsine, bon, certains la font doser, c'est un dosage plutôt fécal là aussi, qui peut être intéressant aussi à la fois pour les bilans de porosité, mais aussi pour les bilans d'inflammation au niveau de la muqueuse. Mais principalement, si vous restez sur la zonuline et LBP, franchement, ça sera déjà suffisant pour dépister les deux types de porosité. Il y a bien deux types de porosité. L'inflammation locale, on a les IgA sécrétoires, bien évidemment, ça peut être aussi un bon reflet sur la consistance de notre mucus intestinal. On a les bêta-2 défensines, avec la calprotectine fécale aussi, pour les inflammations locales au niveau du côlon. La calprotectine est très intéressante aussi, la bêta-2 aussi. Les bilans de dysbiose fongique et bactérienne, donc là vous avez les DMI et les MOU, donc pour dysbiose mycose intestinale ou métabolite organique urinaire en fonction des labos. Donc là c'est vraiment pour investiguer sur les dysbioses de fermentation, de putréfaction aussi, donc fongique, bactérienne. Bilan vraiment, vraiment extrêmement intéressant pour ceux qui font faire ce type de... Moi, je trouve que c'est un des bilans, en tout cas, que tout le monde devrait faire, vraiment, avec les acides gras érythrocytaires. Moi, j'en parlerai pas ici aujourd'hui parce que c'est pas la thématique, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment des bilans extrêmement intéressants pour améliorer tout simplement notre accompagnement auprès du patient consultant et vraiment cibler des produits types qui vont permettre, en tout cas, de pouvoir améliorer le confort de vie du patient, tout simplement. Les autres marqueurs spécifiques avec le FUT2, on en a parlé, polymorphisme, dépistage génétique ou mesure de l'activité de l'enzyme FUT2 par rapport au mucus. Et puis l'élastase fécale aussi, qui permet effectivement de signifier une anomalie sécrétoire au niveau du pancréas, ce qui peut effectivement nous indiquer une diminution de nos capacités enzymatiques et donc une altération derrière de la digestion. La gamme des perméarégules, donc là effectivement aussi pareil, je vais passer rapidement. Donc juste ici, c'est une synthèse des 7 modes d'action sur lesquels vont agir nos 3 formules, permérégule plus, permérégule gélule et le permérégule fort. Donc la démarche naturopathique, si je peux dire, vous le savez, elle est méthodique et les traitements naturels utilisés comme ici avec la gamme des perméarégules vont présenter le grand avantage de correspondre à la physiologie justement intestinale. Et donc, les 3 formules vont agir en 7 étapes. D'abord, c'est d'éteindre le feu. Ça, c'est important. Il y a toujours de l'inflammation, donc il faut vraiment envoyer les pompiers, comme je dis, donc pour éteindre ce feu. Derrière, on va cicatriser donc toutes les muqueuses. On va donc aussi rediversifier le microbiote intestinal, donc on va assainir l'écosystème bactérien. Ça, c'est une phase très importante avec l'usage notamment des 3 grammes de glutamine dans le permérégule fort et de son cofacteur la méthionine. On a aussi les butyrates qui vont être apportés par Fibrogum, qui est une fibre prébiotique, je vais vous en dire juste quelques mots après, qui permet effectivement par la voie de la métabolisation de pouvoir produire ces fameux butyrates qui est le carburant des colonocytes. Je rappelle que glutamine, c'est le carburant des entérocytes. Le carburant des colonocytes, ce sont les butyrates. Ça n'a absolument rien à voir. Le glutamine, c'est acide aminé, ça c'est entérocytaire. Et les colonocytes, pour se renforcer, ils ont besoin plutôt de butyrate qui est issu de la métabolisation de nos bactéries. Donc c'est vraiment deux modes complètement différents. Ensuite, on diminue le spasme gastro-intestinal. On va intégrer des enzymes digestives végétales pour favoriser le passage du bol alimentaire et donc favoriser cette digestion et améliorer le confort intestinal. Et puis, c'est aussi toujours très important de relancer l'état général et notamment tous les métabolismes avec l'ensemble des vitamines du groupe B. Donc là, vous avez juste ici après, donc, un tableau qui récapitule en quelque sorte les 3 formules avec notamment le mode d'action. Donc par exemple, vous voyez le 2-fucosilactose va agir dans le mode d'action 1, 3, 4, 6 que je viens de citer juste précédemment dans la slide précédente. Vous avez tous les composés qui sont ici représentés et vous avez donc le mode d'action et les étapes dans lesquelles vont agir tous les principes actifs.
notifié donc par une petite pastille verte ici qui vous indique tout simplement que cet actif se retrouve dans telle ou telle formule. Voilà, ça c'est une synthèse qui va vous permettre rapidement de voir que le perméangulfort, c'est aussi notre formule la plus dosée, avec un recul scientifique aussi extrêmement important, puisque on a plus de 6 actifs brevetés dans cette synergie du perméangulfort. C'est vraiment la formule avec laquelle on a le plus de recul, si vous voulez, sur le plan scientifique. Il n'y a pas une formule, en tout cas aujourd'hui, sur le milieu de la santé naturelle, avec autant d'actifs brevetés. Donc, on a fait un gros impact là-dessus. Vous avez FibreGomme, donc, qui est cette fibre sans FODMAP, qui est 100% végétale, qui est donc extraite notamment de l'acacia. Donc, avec son action butyrogène, on va produire des butyrates avec FibreGomme. Donc, on va jouer sur les inflammations locales, ça va renforcer les protéines de jonction. Donc, extrêmement important déjà, cet actif breveté, on l'utilise beaucoup en tout cas chez Cotmed. Vous avez Microbiomix aussi, donc avec aussi une action butyrogène. Ce sont notamment des... vous retrouvez des flavonoïdes, qui vont permettre d'être métabolisés dans le côlon et de pouvoir concrètement permettre aussi cette action butyrogène et de rediversifier des souches spécifiques comme l'Akkermansia mucinifida et les Clostridium cluster sur la perte de poids. Action anti-inflammatoire antioxydante, diminution de la calprotectine fécale, donc souvenez-vous, inflammation locale au niveau du côlon. Le Care4U, c'est le 2FL qui est breveté, donc avec son effet prébiotique plus. Donc très intéressant s'il y a des profils FUT2 non sécréteurs ou sécréteurs hétérozygotes, qui ont une enzyme qui est fonctionnelle mais pas à 100%. La boswelline super, c'est la gestion de l'inflammation, donc extraite de la boswellia, bien évidemment. Donc là, on a une gestion de l'inflammation spécifique sur certains marqueurs, donc comme le marqueur NF-kappa B, les leucotriènes, donc les cytokines aussi pro-inflammatoires. On a rajouté une B9 méthylée avec l'actif breveté 4-folique. Vous savez qu'il y a une personne sur 2 aujourd'hui qui n'arrive pas, via la méthylation, à fabriquer une B9 méthylée, tout simplement. Donc, il y a aussi des polymorphismes génétiques là-dessus. Donc, on pourra en reparler, mais il est important d'intégrer une B9 qui soit sous forme méthylée. Et puis, le complexe digésime, qui est donc un complexe qui réunit toutes les enzymes digestives végétales pour lutter contre les carences enzymatiques et faciliter effectivement ce transit intestinal. Vous avez ici donc le schéma sur juste FibreGomme. Vous avez FibreGomme en vert, effectivement, avec une petite flèche qui vous indique que c'est donc une fibre alimentaire qui va être métabolisée par les bactéries intestinales. D'accord. Et ensuite, tout simplement, une fois qu'il y a la métabolisation par les bactéries, on a cette production d'acides gras à chaîne courte avec les multiples propriétés qui vont permettre d'augmenter la production du mucus, de renforcer la barrière, de baisser les cytokines pro-inflammatoires, d'augmenter les régulateurs anti-inflammatoires, de faciliter la phagocytose au niveau immunitaire, d'augmenter l'apoptose donc au niveau cellulaire et d'apporter cette source énergétique, comme je vous l'ai indiqué, les butyrates, c'est une source énergétique extrêmement importante pour nos colonocytes. Alors, là, on va passer. Donc, effectivement, je vous ai juste intégré les fiches donc avec les infos nutritionnelles. Comme ça, vous les aurez avec tous les actifs et les conseils d'utilisation, recommandations. Voilà, je vous l'ai cité, c'est perméangulfort, c'est un sachet par jour. On peut très bien démarrer un demi-sachet et on peut faire ça effectivement sur 3 mois de prise sans problème. Une porosité, c'est pas en un mois qu'on va comme vous le savez, qu'on va la restaurer. Donc, il faut plusieurs mois effectivement de traitement. Vous avez effectivement le plus aussi, et notamment donc notre gamme Perméangul aussi en gélule. Donc là, c'est un intermédiaire, c'est une formule certes un peu moins dosée sans vitamines, mais qui permet d'avoir effectivement une solution aussi aux patients qui n'aimeraient pas de solution notamment à boire. Donc, cette gamme, vous l'avez compris, c'est la gamme phare pour réguler cette homéostasie intestinale. Donc, ça potentialise la prise des autres produits de santé naturelle en améliorant leur absorption. Forcément, si on rétablit l'homéostasie, forcément, tout de suite, ça va beaucoup mieux en termes d'absorption des nutriments et donc des conséquences aussi en périphérie. On a une prise en charge globale des 4 barrières qui définissent l'homéostasie intestinale. On a plus de 6 actifs brevetés dans le perméangulfort avec un grand recul scientifique et ça peut effectivement aller de l'entretien jusqu'à l'accompagnement donc des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.
Alors, Alice, je me retourne vers toi. Tu me dis si on peut aller un petit peu plus loin ou si on arrête là pour passer effectivement donc aux questions-réponses. Dis-moi. Ouais, je suis de retour. Bah, merci beaucoup, Cédric, déjà pour cette très belle présentation. Je propose qu'on fasse un petit point sur la fin de la présentation, puis les questions, et éventuellement pour tous les participants qui ont un timing serré peuvent bien Ok. avoir accès jusqu'à la fin. Et puis pour ceux que ça intéresse, on peut faire quelques minutes supplémentaires sur ce sujet, si tu veux, après avoir répondu aux questions, si ça te paraît Allez, bien ok. aussi. Très très bien. Parfait. Super. Bah, merci beaucoup. Déjà, merci pour cette superbe présentation. Merci à tous d'avoir suivi et d'avoir écouté attentivement. Avant de passer aux questions, juste un petit point sur Simplicure, donc qui organisait ce webinaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Simplicure, c'est donc une plateforme de recommandation de compléments alimentaires multilaboratoires sur laquelle vous retrouvez notamment les produits COPMED. Et donc pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais juste vous partager mon écran et vous montrer très rapidement à quoi ressemble la plateforme. C'est une plateforme gratuite et qui est destinée aux professionnels de santé. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à créer un compte en allant sur simplicure.com. Nous, on vous accompagnera dans la mise en place de cet outil pour vos consultations. Sur Simplicure, vous retrouvez notamment, j'ai vu la question passer, les replays des webinars. Donc celui de ce midi, vous pourrez bien sûr le retrouver ici et vous avez accès aux slides de présentation. S'il y a certaines choses sur lesquelles c'est passé un peu rapidement, vous pourrez bien sûr vous y replonger grâce à la plateforme. Pour ce qui est de vos recommandations, je vais essayer d'être assez brève. Il suffit de cliquer sur créer une recommandation à chaque fois. C'est une recommandation qui est destinée à un client que vous pouvez ajouter et vous lui recommandez les produits de votre choix, car vous avez accès à l'ensemble de notre catalogue. Donc il est vaste. Vous avez pour ça des filtres pour vous y retrouver. Vous pouvez chercher par laboratoire notamment, donc vous pouvez chercher COPMED et là vous retrouvez tous les produits qui ont référence du laboratoire et vous avez notamment la gamme Perméa-Régule. Donc par exemple on a Perméa-Régule gélule. Si vous voulez le recommander, rien de plus simple, vous l'ajoutez à la recommandation. Vous retournez à votre recommandation, le produit a bien été ajouté. Vous avez aussi une réduction que vous pouvez accorder à votre client ou répartir aussi avec vous pour prendre des avantages. Et après, dernière étape, rien de plus simple, vous transmettez cette recommandation à votre client. Lui, il reçoit directement par mail la recommandation. Il peut passer commande en modulant légèrement s'il le souhaite. Et bien sûr, s'il y a des produits de laboratoire différents, il va tout recevoir dans un seul colis. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à vous projeter un peu mieux sur la plateforme. En tout cas, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. On a aujourd'hui une centaine de laboratoires et puis 2000 formulations qui sont disponibles. C'est une plateforme bien sûr qui est gratuite. Et comme je vous le disais, réservé aux professionnels de santé, ça vous permet donc de faciliter le processus de vos recommandations, puisque vous n'avez qu'à aller sur une seule plateforme, et puis vous améliorez aussi derrière l'observance de vos recommandations vis-à-vis de vos clients. Dernière petite chose, n'oubliez pas, si ça vous intéresse, de vous inscrire au prochain webinar, notamment la semaine prochaine avec le laboratoire Equilibris sur les déséquilibres hormonaux. Et puis enfin, la semaine qui suit, le diabète de type 2. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur ces webinars. Et puis on va pouvoir passer aux questions. Cédric, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder très rapidement toutes les questions qui avaient été posées. Oui, oui, j'en ai regardé déjà quelques-unes. Alors effectivement, oui, donc on m'a fait une remontée sur le. Ouais, bon, ça c'est effectivement, il y a une petite coquille entre le gel soluble et l'hydrosoluble. Donc non, non, c'est bien hydrosoluble. Donc ça, bon, ça on va passer. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, hop, on descend, on descend, on descend. Alors, dialogue intestin-cerveau, autoroute des 4 voies. Ah oui, alors sanguin systémique, c'est pareil en fait. Hein, donc c'est sanguin, nerveux, immunitaire. Ok, donc sanguin, nerveux, immunitaire. Et il y en a un autre. J'ai oublié, c'est endocrine, pardon. Voilà, endocrine, c'est ça. Le test sanguin pour le FUT de quel labo? Alors, vous avez laboratoire LIMS en Belgique, vous avez laboratoire Bioavenir, hein, anciennement Barbier, qui, lui, était plutôt un labo français qui se trouve à Metz. Vous avez les antennes aussi Synlab,
qui sont pas mal représentés sur la zone bordelaise aussi, notamment pour ceux qui sont de Bordeaux, mais aussi en France. Bon, il y a des secteurs qui sont un peu moins représentés en montagne Cinam, mais il y en a quand même pas mal. Vous avez par là, mais principalement l'IMS et le Avenir le font pour le test FUT2. Voilà. Mais déjà, de faire mesurer l'activité enzymatique, ce sera déjà forcément très intéressant parce que au moins on a déjà un indicateur. On a déjà un indicateur sur est-ce que mon enzyme fonctionne bien ou pas. Voilà, sans passer forcément par un dépistage génétique, parce que le dépistage génétique, c'est uniquement que par prescription médicale. Voilà. Donc après, c'est de la recommandation que vous faites, mis à part s'il y a des médecins ici dans la salle, je dirais, mais sinon la prescription médicale, c'est génétique, et sinon on peut faire doser uniquement l'enzyme. Alors, savez-vous, alors que faire en cas d'altération de l'enzyme FUT2? Effectivement, vous avez tout intérêt à travailler régulièrement sur cette thématique de l'homéostasie intestinale qu'on a décrit aujourd'hui. Le produit, en tout cas le 2-fucosylactose sera bien évidemment important à intégrer dans vos recommandations, que ce soit sur ce profil donc homozygote muté, comme on l'a vu, où il y a là aucune action effectivement de l'enzyme. Donc si on est non sécréteur à 100%, homozygote muté, malheureusement, ce sera des traitements en vie. Ouais, tout à fait. Et même pour le profil sécréteur qui peut avoir de temps à autre des troubles digestifs un peu... voilà, c'est en alternance, c'est pas forcément chronique, mais ça revient 3-4 fois dans l'année. Il fait doser son enzyme FUT2, il se rend compte qu'il est sécréteur, mais plutôt hétérozygote, donc avec une enzyme peut-être juste à 20 ou 30%. De toute façon, vous allez le voir sur la clinique. Vous allez le voir sur la clinique. Alors, savons-nous la raison pour laquelle certaines personnes ne sécrètent pas de FUT2 et donc complémentées sur le long terme en 2-fucosylactose? Alors, c'est toute la grande question de ces polymorphismes génétiques. On parle surtout de polymorphisme génétique. En fait, qui dit enzyme dit potentiel polymorphisme. Donc, autant vous dire que l'aventure est énorme. Parce que on peut avoir, si vous voulez, une centaine de polymorphismes que sur une seule enzyme. Donc, autant vous dire que c'est très, très, très... on va dire que la dimension des polymorphismes, elle est extrêmement large. Donc, on est loin de tout savoir, mais c'est souvent la cause et la raison, c'est souvent épigénétique. Donc, il peut y avoir une génétique papa-maman au niveau des allèles qui ont été transmises, qui n'étaient pas fonctionnelles, mais il peut aussi y avoir une déficience qui se met tout au long de notre vie, en fait. On peut naître avec une enzyme qui est plutôt optimale et qui, malheureusement, peut effectivement faillir avec l'épigénétique et tout l'ensemble de ces facteurs environnementaux qui vont aussi avoir une action délétère sur nos organismes si toujours pareil, si notre alimentation est déséquilibrée, si on respire pas bien, si on se met pas au contact de la nature, si on fait pas de sport, si on dort mal, si on gère mal ses émotions, tout ça sont des facteurs qui vont, on le sait bien, altérer notre génétique et donc potentiellement nos gènes qui, eux, codent pour des enzymes et notamment celle de la FUT2. Donc, les règles d'hygiène de vie sont extrêmement importantes aussi à privilégier. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Dosage FUT possible sans prescription médicale en France. Donc voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure, le dosage FUT, il est possible sans prescription uniquement que pour l'activité enzymatique. Si on veut faire un profil génétique, ça sera prescription médicale. Suite au dosage, comment savoir si FUT2 absente car intestin trop inflammatoire et arrêt de la sécrétion ou si personne non sécrétrice de naissance? Alors, on va revoir la question parce que c'est pas tout à fait clair. Intestin trop inflammatoire et arrêt de la sécrétion. Non, il faut simplement faire, en tout cas, à partir du moment où le dosage est effectué, vous aurez une réponse factuelle. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Y a-t-il des différences entre la constitution des barrières intestin grêle et gros intestin? Oui, c'est pas tout à fait les mêmes cellules. C'est pas tout à fait les mêmes types de porosité non plus. Bon, on pourrait vraiment développer. Je pense que ça, il va falloir qu'on passe parce que sinon, je passerai trop de temps là-dessus. Mais là, je vous renvoie à la physiologie, tout simplement, et la biologie de nos muqueuses. Mais oui, il y a des différences bien distinctes, effectivement. Déjà, ne serait-ce que par rapport au mucus. Alors, le type de cellule, mais aussi par rapport au mucus. Donc, plus vous descendez dans le tractus gastro-intestinal, plus vous vous dirigez vers le côlon, plus le mucus devient épais et doit être logiquement épais.
Voyez, donc, et puis de toute façon, plus on descend dans le côlon, plus la diversification du microbiote est importante aussi. Voyez, donc oui, il y a des différences bien ciblées. Alors, lorsqu'il y a une dysbiose de fermentation combinée à une dysbiose de putréfaction, quel complément prendre en priorité? Alors, effectivement, il peut y avoir les deux. Malheureusement, des fois, des patients sont atteints de ces deux types de dysbiose. Donc, effectivement, il faut baisser la charge bactérienne, c'est important, hein, donc à la fois de travailler effectivement sur ces deux types de dysbiose. Alors, elles peuvent venir voilà, il va falloir investiguer, hein, donc ça, c'est votre job, entre guillemets, dans votre bilan de vitalité, dans votre anamnèse, de voir concrètement déjà sur, comment dire, sur l'alimentation de votre patient, en tout cas de votre consultant, de voir s'il faut peut-être mettre en éviction certains FODMAP pour la dysbiose de fermentation. Peut-être y a-t-il une candidose en évolution qui pourrait créer aussi une dysbiose de fermentation des carbohydrates, donc des glucides. Donc, il faudrait peut-être veiller aussi à s'occuper de la candidose pour limiter ces excès de fermentation. Et puis, la dysbiose de putréfaction, c'est soit un excès de protéines, soit une carence enzymatique, parce que je ne découpe pas bien mes protéines parce que je suis en manque de protéase, par exemple. Je peux avoir des protéases optimales, mais consommer trop de protéines, donc il va falloir baisser les protéines, ou ça peut venir aussi d'une hypochloridrie. Voilà, c'était un sujet aussi que je voulais... Bon, on n'a pas eu le temps, mais c'est pas grave, mais l'hypochloridrie qui peut effectivement, par manque d'acide gastrique, avoir un impact direct sur notre fonction hépatobiliaire, c'est-à-dire qu'on va produire moins de bile. Hein, quand je suis en hypochloridrie, je produis moins de bile et je produis moins d'enzymes au niveau du pancréas. Mais le manque d'acide gastrique aussi, d'acide chlorhydrique dans mon estomac, ne me permet pas de stimuler une enzyme qu'on appelle la pepsine, hein, qui se trouve dans l'estomac. Et cette pepsine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégrade les protéines. Donc, si je suis en carence, en diminution, en tout cas, si je n'ai pas suffisamment d'acide chlorhydrique, moins de pepsine, moins de dégradation de protéines, les protéines, effectivement, transitent dans les grêlés dans le côlon et ça fait des dysbioses de putréfaction. Et donc, les amines biogènes qui vont enflammer tout l'organisme en périphérie. Donc, oui, il faudra prendre les deux effectivement en même temps. Les compléments, c'est l'aroma gastro, les huiles essentielles hein, pour la putréfaction, bien souvent. Et la fermentation permet un régule fort puisqu'on est sur des fibres sans FODMAP. Voilà, donc, qui permettra effectivement de limiter les excès de fermentation, de restaurer la muqueuse intestinale, tout en agissant avec les huiles essentielles, aroma gastro-intestinales, sur la dysbiose de putréfaction. Voilà. Ensuite, le perméangule fort contient de la vitamine A déconseillée aux fumeurs. Avez-vous une alternative? Alors, très honnêtement, nous sommes sur soit du 50% ou du 100% des apports recommandés, donc aucun souci, pas d'inquiétude là-dessus. La vitamine A, effectivement, il ne faut pas qu'elle soit en excès, parce qu'elle peut être aussi, c'est pas que ça peut être pro-oxydant, mais en tout cas, il ne faut pas avoir une vitamine A en excès, on est d'accord. Par contre, le sélénium, le faire en excès, ça c'est pro-oxydant. Vitamine A, il faut être vigilant aussi, mais c'est quand même extrêmement important. À partir du moment où, dans le produit, vous avez les 100% des apports et qu'on n'est pas sur un surdosage, il n'y a aucun problème. J'ai envie de dire que le fumeur devrait moins fumer. Là aussi, c'est du bon sens. Maintenant, la vitamine A, si je peux vous donner deux indicateurs clés qui vont aussi, moi, qui m'ont vraiment fait réfléchir quand je me suis formé en médecine fonctionnelle. La vitamine A est quand même très importante pour alors d'abord l'hormone thyroïdienne T3, la T3 active, et pour notre vitamine D3. C'est-à-dire que le récepteur nucléaire de votre vitamine D3 et de nos hormones T3 donc, est couplé au récepteur de la vitamine A. C'est ce qu'on appelle le récepteur RXR. Et ce récepteur, en fait, vous pouvez avoir un taux de D3 optimal, mais si vous êtes carencé en vitamine A, votre D3 ne pourra pas être fonctionnel, malgré un taux optimal. Okay, donc, il faut suffisamment de vitamine A pour rendre fonctionnelle notre vitamine D3. C'est exactement pareil pour notre T3 active au niveau thyroïdien. Quand la thyroïde produit T3, même si elle n'en produit pas beaucoup, hein, c'est 20%, les 80% de T4 passent au niveau du foie pour être convertis en T3. Et bien, quand cette T3 va rentrer dans la cellule et se poser sur son récepteur nucléaire, là, c'est pareil. Hein, on peut avoir un taux de T3 optimal, hein, on peut avoir un super niveau de T3, mais cliniquement, le patient est toujours en hypothyroïdie. Il a froid, il a pris du poids, il est constipé, il n'est pas bien, il a des troubles de l'humeur. Bon, bref, il a une clinique hypothyroïdienne
mais par contre, vous avez un niveau de T3 qui est optimal, qui est super bien. Et là, vous ne comprenez pas. Ben, quand vous allez voir sa vitamine A, il est souvent carencé en vitamine A. Donc, vous remettez de la vitamine A et tout de suite, la T3 devient fonctionnelle. Voilà. Mais sinon, le fumeur, il faut qu'il fume moins. Et à partir du moment où dans le produit, vous avez les 100% des apports et que ce n'est pas en surdosage, il n'y a aucun problème. Alors, glutamine et méthionine seraient contre-indiqués si cancer intestin, polype et tout cancer. Alors là, il y a aussi un grand débat. Moi, je vous renvoie. Moi, je suis assez tranché là-dessus parce que, professeur Jouet nous en avait parlé il y a quelques temps, mais il n'y avait rien d'officiel. Il n'y a jamais rien eu d'officiel là-dessus sur la glutamine. Hein. Au niveau physiologique, la glutamine est le carburant des entérocytes. La glutamine n'est pas reconnue par nos colonocytes. Donc, je vous renvoie la question. Voilà, je n'ai pas la réponse à 100%, mais je sais que la biodisponibilité de la glutamine pour les colonocytes, a priori, de ce que j'en ai appris en tout cas dans la médecine fonctionnelle, il n'y aurait pas de biodisponibilité. Alors, comment la glutamine pourrait effectivement créer un cancer au niveau du côlon? Alors, il y a différentes voies, bien sûr. Le cancer, ça peut être un autre sujet, mais sans s'étendre. Le cancer, la cellule cancéreuse utilise la voie des glucides, bien évidemment. Il y a d'autres voies, comme la voie des pentoses phosphates. Vous avez également aussi la voie de glutamine. Mais la voie de la glutamine, elle est quasiment très, très peu utilisée parce que c'est surtout les glucides en priorité qui sont utilisés dans le cancer. D'ailleurs, une cellule qui respire est une cellule une cellule saine, c'est une cellule qui respire, qui sait brûler le glucose, parce qu'elle brûle le glucose. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui ne respire plus, parce qu'elle ne sait plus brûler le glucose. Elle le fermente. Donc, la fermentation va donner du lactate et va effectivement, en tout cas, permettre à la cellule cancéreuse tout simplement de créer des composants et de se rediviser, bref, de se répliquer, métastaser et compagnie. Mais la voie de la glutamine, elle est en débat. Effectivement, je ne peux pas dire que la cellule cancéreuse ne l'utilise pas, mais la glutamine a démontré par de nombreuses publications scientifiques tout son intérêt aussi dans les cancers. Donc, il y a un grand débat là-dessus. Je ne pourrais pas vous donner une réponse à 100% optimale, on va dire, là-dessus, mais je pense qu'il y a un enjeu, certes. C'est une très bonne question, mais pour moi, aujourd'hui, j'ai vu l'inverse. J'ai vu l'inverse sur des cancers avec des polypes ou autres. Donc, ouais, c'est un grand sujet là aussi. Ou pouvoir faire les dosages des marqueurs, donc ça, on a dit, LIMS, BioAvenir, SYNLAB principalement. Ça, c'est pour Simplicure. Alors, en cas de candidose, ne faut-il pas d'abord nettoyer avec antifongique puis cicatriser la paroi et réensemencer la flore? Donc, en cas de candidose, en fait, la problématique, c'est que la candidose favorise la porosité. Puisque toutes les mycotoxines qui vont être, en tout cas, synthétisées, dégagées par le candidat quand il passe, on va dire, sous sa forme mycélienne, c'est sa forme effectivement pathogène. Il faut plutôt la garder en forme levure, le garder sous forme levure, le candidat. Il ne faut pas qu'il prolifère en mycélium. Donc, le problème, c'est que son activité mycellaire qui dégage plein de mycotoxines, ce sont ces mycotoxines qui vont vraiment dégrader les jonctions serrées aussi, qui vont altérer toute la fonction digestive. Donc, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut alterner les deux. Comme je vous disais tout à l'heure, alterner pendant un jour sur deux l'action antifongique avec un candinate ou un candibiotique, et le lendemain, vous passez uniquement sur la réparation, notamment de la muqueuse, avec le perméangule fort, par exemple. Voilà. Mais effectivement, il y a toujours eu un peu deux écoles là-dessus. Il faut nettoyer et réparer. Voilà. Mais on a des praticiens qui font une semaine de candibiotique et puis une semaine de perméangule fort. On peut adapter effectivement aussi en fonction aussi du patient. Ça, c'est pas un souci. Après, ce que vous dites, c'est pas faux, mais il faut quand même pouvoir faire les deux. Il faut prendre les deux ensemble. Je vois qu'il y a quelques questions, sinon aussi dans la rubrique Q&A, auxquelles on n'a pas forcément répondu. Ah oui, voilà. On est d'accord que les fermentations dans notre organisme sont indispensables, mais à un degré raisonnable. Oui, bien sûr, tout à fait.
C'est tout l'enjeu du principe hormésique, en fait, hein, de l'équilibre et effectivement de la densité nutritionnelle de ce que l'on met dans nos assiettes. Donc, je crois que, bien sûr, après, c'est inhérent à l'état du terrain de chaque patient, puisqu'on ne va pas tous fermenter de la même façon, on va tous putréfier de la même façon. Donc, je crois qu'encore, hein, je crois que le débat se trouve dans nos assiettes et de réellement nous trouver de façon déjà unipersonnelle les aliments auxquels, effectivement, qui sont tolérables, d'autres qui ne sont pas tolérables, et pourquoi ils ne sont pas tolérables, et agir là-dessus. Mais on a une fermentation physiologique, bien évidemment, comme une putréfaction physiologique, comme l'inflammation et l'oxydation. Donc, voilà, ça reste là aussi un grand sujet, mais on pourrait beaucoup plus développer. Mais oui, on est bien d'accord qu'il faut une fermentation physiologique. Hein. Alors, ensuite... Oui, donc on parlait du rôle des bactéries dans l'équilibre du fer et de la B12. Tout simplement, effectivement, alors, quand il y a une dysbiose, par exemple, de putréfaction, il peut y avoir un passage donc, de ces lipopolysaccharides au niveau systémique qui vont donc alerter le foie pour produire la fameuse LBP qu'on a vue, hein, cette protéine qui va permettre d'éliminer ensuite les LPS. C'est signe d'une surcharge bactérienne au niveau du côlon. Ça peut augmenter ce qu'on appelle la CRP-US, hein, donc l'inflammation de bas grade, hein, donc une protéine au niveau sanguin. Et cette CRP-US peut faire augmenter, par exemple, le fer. C'est-à-dire que la personne, le patient, ne sera pas forcément sur une hyperphérétinémie physiologique, mais il sera sur une hyperphérétinémie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'à cause d'une inflammation de bas grade élevée, le fer automatiquement augmente. Donc, ça ne veut pas dire que le patient est en réelle hyperphérétinémie. Il faudra d'abord veiller à redescendre l'inflammation locale, hein, donc avec faire descendre cette CRP-US par le biais d'antioxydants, par exemple, pour pouvoir effectivement retrouver un taux de fer effectivement optimisé. Dysbiose, forcément, les bactéries jouent aussi dans le signaling de la régulation du fer et notamment de la vitamine B12. Donc, forcément, c'est logique, c'est du bon sens. S'il y a dysbiose, forcément, je vais altérer mon métabolisme du fer et je vais altérer mon métabolisme aussi de la B12. Alors, quels sont les signes cliniques d'un déficit d'enzyme FUT2 on l'a vu, effectivement, les signes cliniques, c'est tout ce qui va se chroniciser, entre guillemets, c'est-à-dire que bon, les FUT2, de toute façon, on le voit directement sur la clinique. Hein, la clinique parle beaucoup, dans le sens où les principaux profils que j'ai cités, maladie de Crohn, maladie cœliaque, les RCH, les candidoses hein, bien cognées, voilà, où les patients ne s'en sortent pas malgré des protocoles bien conduits. Des fois, on peut mettre des probiotiques sur certains profils, ça ne fonctionne pas, ça n'adhère pas. Donc, n'oubliez pas que les bactéries ont besoin de ce mucus, effectivement, pour s'ancrer et ensuite se rediversifier. D'accord ? Cette rediversification permettra les paobiotiques et symbiotiques du microbiote, donc cette régulation, donc effectivement des dysbioses intestinales. Donc, les signes cliniques, c'est souvent effectivement digestif, très ciblé digestif, ce qu'on appelle les MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et comme je vous disais, voilà, après, bien sûr, les signes cliniques, ça va de la constipation à l'alternance diarrhée. Bon, ça, on peut l'avoir dans le côlon irritable. C'est des signes qu'on peut retrouver quand même assez souvent en consultation. On a du mal, effectivement, à se dire, bon, où est-ce qu'on est avec ce côlon irritable ? Ce côlon irritable, de toute façon, c'est un petit peu le fourre-tout pour moi. Moi, je préfère parler plus de SIBO, de LIBO, aller investiguer sur les microbiotes pour voir réellement si ça fermente, si ça putréfie. Côlon irritable, ça veut tout et rien dire. On a ciblé des symptômes comme si le patient a des gaz, s'il ballonne et s'il constipe, on dit qu'il est en côlon irritable. Ok, très bien. Mais par contre, il faut savoir concrètement qu'est-ce qui ne va pas dans son microbiote. Voilà. Est-ce que ça fermente de trop ? Est-ce que ça putréfie de trop ? Pourquoi il est constipé ? En fait, c'est toutes ces questions-là qu'il faut effectivement faire remonter pour avoir une anamnèse la plus précise possible. Donc, les signes cliniques, c'est surtout les MICI et les alternances constipation-diarrhée, notamment aussi, qui reviennent beaucoup dans ce déficit d'enzyme FUT2. Voilà. Comme je vous disais, moi, j'ai pas plus tard hein, ce profil candidosique qui, pourtant, voilà, on avait de très, très bons résultats et qui vous rappelle, au bout d'un an, pour vous dire que c'est pire que la candidose d'origine. Donc, voilà, je n'avais pas forcément fait doser le FUT2, mais quand je l'ai fait doser, il était FUT2 non sécréteur. Donc, il continue le candibiotique avec le 2-fucosilactose qui va prendre vraiment à 3 gélules quasiment par jour. On se rapproche d'1 gramme.
Et on voit que déjà, au bout de 2 mois, il est quasiment à 2 mois de prise, ça va quand même déjà mieux sur la clinique. Donc, comment savoir si polymorphisme enzyme FUT2? Donc là, il y a les tests, on en a parlé, tests génétiques par prescription médicale ou mesure de l'activité enzymatique. Alors, quelles sont les causes du déficit d'enzymes en dehors de la mastication mauvaise? Alors, il peut y avoir effectivement une cause congénitale. On a des personnes qui naissent avec déjà un déficit enzymatique, malheureusement. Mais quand même, bien souvent, c'est le fait que plus personne ne mastique correctement aujourd'hui. La mastication, effectivement, c'est vraiment un facteur majeur de toute la suite de notre digestion. Si on ne mastique pas, forcément, il y aura des états dysbiotiques à terme dans la sphère digestive basse. Une mauvaise mastication, regardez aussi de potentielles malocclusions aussi au niveau dentaire. Ça joue beaucoup sur des mâchoires qui ne sont pas forcément bien réglées. Il peut y avoir effectivement des décalages qui occasionnent une mastication non optimale en quelque sorte et qui fait qu'il va y avoir un impact sur effectivement sur ce brassage ensuite des aliments au niveau de l'estomac. Donc la mastication, ce que je dis souvent aux patients, c'est que vous devez vous-même vous responsabiliser sur le nombre de mâchouillages, entre guillemets, que vous allez effectivement faire dans votre bouche pour que vous puissiez avoir une liquéfaction, effectivement, de vos aliments. N'avalez pas tant que vous n'avez pas trouvé cette fluidité, cette forme de bouillie alimentaire avant effectivement de déglutir et de faire passer vos aliments dans l'estomac, parce que l'estomac, s'il prend des aliments qui sont mal mastiqués, c'est un estomac qui va se fatiguer à terme. Les aliments restent plus longtemps dans l'estomac. Alors oui, au départ, il y a peut-être une bonne production d'acide chlorhydrique, mais qui va effectivement devenir insuffisant à terme. Donc là-dessus, on a toutes les conséquences associées de déficit enzymatique, de déficit biliaire et notamment de déficit hormonal. Donc altération de la méthylation, enfin on a beaucoup, on pourrait vraiment faire un webinaire là-dessus parce que ça c'est une cause qui m'intéresse, sur laquelle je suis passionné, et l'hypochloridrie, on n'en parle pas assez et pourtant c'est majeur. Et pour ne pas avoir d'hypochloridrie, il faut une bonne mastication, ça c'est clair. Il peut y avoir une dysbiose de putréfaction sans douleur, oui, mais plutôt abondance de gaz malodorant. Oui, tout à fait, ça c'est tout à fait possible. Candidose, par quoi commencer? Candinate ou candibiotique? Alors, candinate, c'est en gélule, candibiotique est en sachet. Je ne vous cache pas que le candibiotique a une particularité, c'est qu'il est quand même très amer. Donc, on a créé cet intermédiaire, effectivement, on va dire le petit frère qui s'appelle candinate, qui est en gélule et qui permet d'avoir un intermédiaire pour les personnes qui ne veulent pas forcément aller sur une synergie, en tout cas à boire ou à mélanger. Mais sinon, on a gardé, ce qui est très important de savoir quand même sur les deux formules, c'est qu'on a gardé notre actif breveté qui s'appelle, donc, à base de l'européine, c'est l'olivactive. L'européine, c'est la molécule que l'on trouve dans l'olivier et qui a cette action très spécifique antifongique et lise des membranes au niveau du candida, qui est dosée donc à 500 mg, autant dans le candibiotique que dans le candinate. Donc, on a vraiment une action similaire dans les deux formules pour l'action antifongique, ça c'est important. Donc c'est au choix, c'est en fonction effectivement de vos préférences et surtout de celles de vos patients. Le butyrate ne suffit pas à lui seul pour établir une muqueuse intestinale. Ça sera déjà très bien, c'est important. Butyrate, pensez toujours que c'est le côlon, d'accord? Donc si vous donnez que du butyrate en unitaire, ça sera très ciblé sur la porosité donc, du côlon, en tout cas sur la redonner du tonus à la structure de notre muqueuse colonique, donc le côlon. Par contre, la muqueuse intestinale, elle comprend aussi des entérocites, donc c'est bien quand même de travailler aussi avec un peu de glutamine, de méthionine notamment pour réparer aussi la sphère intestinale au niveau surtout du grêle. Donc vous savez qu'on a le grêle, on a le côlon. Donc, le butyrate peut aussi être très intéressant pour des microbiotes qui ont du mal à se rediversifier. On voit souvent que les personnes qui ont des IgA sécrétoires un petit peu effondrés ont une perte de mucus. Quand on fait doser le FUT2, ils sont non sécréteurs. Pas souvent, mais en tout cas, il y en a quand même pas mal. Et ils ont des butyrates qui sont effondrés. Donc, ça, par contre, ça se vérifie par un DMI, ou en tout cas par un microbiote CZS qu'on fait faire aussi.
l'IMS le fait très bien, ils interprètent aussi très bien, ils se sont quand même pas mal améliorés là-dessus. Donc, je dirais que le butyrate, c'est très bien, mais peut ne pas être suffisant dans certains cas. Alors, on va passer un peu ça. Est-ce que ces traitements peuvent être conseillés pour les personnes qui ont été traitées pour un cancer du rectum sans avoir eu besoin de faire de chimio? À partir du moment où il y a une rémission totale, il n'y a pas de problème. Je dis bien rémission totale. Hein. Est-ce qu'il y a un lien entre le déficit de FUT2 et l'endométriose? Alors, il y a des études en ce sens. Très bonne question. Mais en tout cas, oui, sur l'endométriose, moi, personnellement, je fais toujours vérifier le profil. Ouais. Alors, le lien direct, il y a encore des études là-dessus. Mais en tout cas, oui, le FUT2, c'est quand même principalement intestinal. Il agit sur l'intestin. C'est un oligosaccharide qu'on trouve beaucoup dans l'intestin, enfin, qui va agir sur l'intestin, l'estomac, et effectivement de façon infinitésimale sur les muqueuses, donc au niveau gynéco. Mais oui, il y a potentiellement et probablement un lien, certainement, entre l'activité enzymatique de la FUT2 et l'endométriose. Mais là, je n'ai pas la réponse à 100% puisque les études avancent là-dessus. Mais oui. Est-ce qu'un déficit enzymatique, voire absence, peut être source de déséquilibre thyroïde base d'eau? Alors, de quel déficit enzymatique vous voulez parler? Ça aurait été bien peut-être de citer le type d'enzyme. En tout cas, oui, une carence enzymatique est forcément une source de déséquilibre à tout niveau. Hein. Donc, quels critères pour favoriser le candidate et plutôt que le candibiotique inversement? Bon, je pense que j'en ai déjà parlé, mais candibiotique est la formule la plus dosée, hein, d'accord. On a gardé la même concentration de l'olivactide dans le candidate à 500 mg. Donc, c'est juste que vous avez un intermédiaire, une galénique qui diffère en fait. Hein, candibiotique en sachet, mélange hydrosoluble et candidate en gélule. Donc, candidate, on peut très bien faire d'abord un candibiotique pour attaquer très fort la candidose. Et une fois que la clinique est redescendue, vous pouvez effectivement intégrer du candidate, si vous voulez, qui est une formule certes un peu moins dosée, mais tout aussi efficace sur l'action antifongique. Beaucoup de praticiens font ça, avec 3 mois de candibiotique et ensuite une cure de 1 mois ou 2 de candidate dans l'année, voilà, pour effectivement entretenir. Est-ce qu'une hyperchloridrie peut aussi être source d'un déficit en FUT2? Non, ça n'a absolument rien à voir. Parce que le FUT2, on parle de gène, hein. Mais l'hyperchloridrie, non. Je suis preneur, bon, ça ok, et carence enzymatique FUT2 et thyroïde de base d'eau, ben, on a répondu aussi. Donc ça, c'est bon dans le QA. Oui, je pense qu'on a fait un bon, vous avez fait un bon tour de toutes les questions qui avaient été posées. Hein. Merci à tous d'avoir posé autant de questions. Merci Cédric d'y avoir répondu. Je vois qu'il y a quelques demandes si vous voulez faire la fin de vos slides éventuellement rapidement. 5-10 minutes, je ne sais pas combien de temps vous voulez prendre. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez en profiter. Oui, notamment sur l'hypochloridrie. Ouais, vu qu'il y a pas mal de demandes, si ça vous dit, vous pouvez prendre le temps. Et j'en profite pour les 2-3 petites questions sur SimplyCure. Donc les replays, vous avez accès sur la plateforme. Donc si vous avez déjà créé un compte, vous pouvez les retrouver. Sinon, il vous faut vous créer un compte sur simplycure.com et vous retrouvez les replays des webinaires et les slides, soit sur votre page d'accueil ou bien dans l'onglet Académie de la plateforme. Et après, pour toutes les autres questions sur SimplyCure, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous pouvez aussi nous contacter et on n'hésitera pas à vous aider à répondre à vos questions. Et puis je vous laisse la parole, Cédric, si vous voulez faire un petit peu sur l'hypochloridrie. Oui, donc oui, effectivement, le zoom que je voulais vous apporter, c'était sur les causes et conséquences, effectivement, de ce sujet qui, pour moi, est extrêmement important à dépister dans vos consultations. Donc, on va énumérer tout ça rapidement. Donc, les causes, on en a parlé justement avec cette fameuse mastication. Qui nous fait comprendre tout simplement que ne pas suffisamment mastiquer les aliments va demander plus d'efforts, comme je vous l'indiquais, à l'estomac pour les décomposer, hein, ces aliments, ce qui peut réduire à terme la production d'acide chlorhydrique et donc favoriser l'hypochloridrie.
Ensuite, le stress. Le stress, tout simplement parce que le stress chronique peut aussi inhiber la production d'acide gastrique. En favorisant l'activité donc du système nerveux sympathique, cette fois-ci, c'est lui qui va plutôt ralentir les processus digestifs. Donc, plus je stresse, plus j'inhibe mon acide chlorhydrique, parce que je stimule de trop mon système nerveux sympathique qui, lui, ralentit en fait. Il y a un effet antagoniste qui va ralentir les processus digestifs. Donc là, vous avez, notamment chez Copmed, dans la gamme stress émotionnel, vous avez des produits comme Destressile, comme Cédaphytose aussi, qui marchent très bien pour ralentir ce système nerveux sympathique et retrouver effectivement un processus digestif amélioré. Ou encore même l'ashwagandha, par exemple. Les médicaments, avec les fameux IPP, là aussi, ça c'est en aigu, ça peut être bon. Je peux comprendre que ça peut effectivement apporter une solution en aigu, mais il ne faut pas en abuser des IPP. Sans faire effectivement de digression là-dessus, mais voilà, certains médicaments comme ces inhibiteurs de pompe à protons, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui diminuent certes la production d'acide chlorhydrique, mais qui vont aussi avoir un impact conséquent sur la suite de notre digestion. Donc, les IPP réduisent la production d'acide chlorhydrique, parce que ça inhibe la pompe à protons, si vous voulez, des cellules pariétales de l'estomac, on les appelle comme ça, les cellules de l'estomac, c'est les cellules pariétales, alors que les anti-inflammatoires, eux, vont provoquer une inflammation de la muqueuse gastrique. Et donc, ça va aussi réduire la production d'acide. Donc ça, grande vigilance sur les patients qui sont sous IPP. Il faudra faire des sevrages effectivement progressifs en tout cas. Ce n'est pas un type de médicament que l'on doit garder sur le long terme. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Ensuite, vous avez les carences en nutriments. Donc la carence en zinc ou encore la carence en vitamine B12, ça peut affecter la production d'acide. Alors, déjà, d'une part, le zinc, il est essentiel pour les enzymes qui vont produire l'acide gastrique. Donc, si je suis carencé en zinc, les enzymes ne seront pas suffisamment sollicitées pour produire donc l'acide gastrique. La carence en B12, ça peut indiquer aussi une faible absorption liée à l'hypochloridrie. Hypochloridrie, donc manque d'acide gastrique. Si je n'ai pas assez d'acide gastrique, je ne peux pas stimuler ce qu'on appelle mon facteur intrinsèque. Et le facteur intrinsèque, c'est une glycoprotéine qui fait le transport de notre vitamine B12. C'est le taxi de notre vitamine B12 tout au long du grêle pour que cette B12 soit assimilée, notamment entre la zone de l'iléon et la valve sécale. C'est la finalité de notre intestin grêle. Donc, manque d'acide gastrique, je répète, manque d'acide gastrique, moins de production de facteurs intrinsèques, et ce facteur intrinsèque est hyper important pour transporter la B12 alimentaire. Donc forcément, je vais créer des carences en B12 aussi quand je suis en hypochloridrie. Et si j'absorbe moins la B12, c'est toujours le même cercle vicieux. Il me faut de la B12 pour avoir une méthylation optimale. Cette méthylation, qui est ce processus biochimique qui est extrêmement important pour pouvoir effectivement bien se détoxifier au niveau du foie, avoir une synthèse optimale de nos neurotransmetteurs, avoir une synthèse aussi optimale de nos hormones stéroïdes, par exemple. Donc, vous voyez, donc une simple carence en B12, ça affecte ma méthylation et ça affecte effectivement cette détox neurotransmetteurs et stéroïdes. Donc, vous voyez l'impact. En fait, il en découle vraiment des effets vraiment délétères. La consommation excessive de café, bien sûr, qui peut irriter l'estomac. L'hypothyroïdite, ça aussi, il faudra investiguer parce que qui dit hypochloridrie dit bien souvent en amont une fonction thyroïdienne qui est réduite. Donc, si je suis en hypométabolisme, forcément, j'affecte encore plus la production d'acide gastrique. Donc, quand vous avez une personne qui vous dit, on va le voir après avec la clinique, mais qui vous dit j'ai beaucoup de reflux, j'ai une pesanteur gastrique, je ballonne tout de suite des fois après les repas, j'ai le repas du soir, j'ai l'impression d'avoir encore le repas du midi sur le ventre. Donc voilà, déjà avec ces premiers signes, vous pouvez vous dire qu'il y a très certainement une hypochloridrie. Donc s'il y a hypochloridrie avec ce type de clinique, allez investiguer la thyroïde et posez vos questions sur notamment sur la clinique hypothyroïdienne parce que c'est aussi bien souvent associé. Les infections bactériennes comme le Helicobacter pylori, donc qui peut effectivement endommager quand il se développe, ça endommage les cellules pariétales de l'estomac et donc cette bactérie va créer un environnement, si vous voulez, pro-inflammatoire qui va aussi réduire donc la production gastrique.
Et le vieillissement, donc après 50 ans, parce que la production d'acide gastrique aussi diminue, certes naturellement, hein, c'est physiologique aussi. Donc voilà, je dirais sans oublier les maladies auto-immunes avec la gastrite aussi auto-immune. En tout cas, tous ces facteurs que je viens de citer contribuent vraiment aussi à cette diminution de l'acidité gastrique. Donc, bon, là, je n'aurai pas le temps de tout développer, mais je vous ai mis tous les produits qui vont conférer effectivement ici aux conséquences de l'hypochlorhydrie. Elles sont nombreuses, hein, donc c'est un tableau ici très fonctionnel, hein, puisque en fait, il faut comprendre que le patient va d'abord effectivement avoir une mauvaise stérilisation du bol alimentaire. Pourquoi? Parce que l'acide chlorhydrique, si j'en fais moins, je ne débactérise pas bien mon bol alimentaire, je ne le stérilise pas. Il y a une fonction Karcher des pathogènes, des parasites, et qui ne va pas avoir lieu, en tout cas qui va être beaucoup moins bien faite. Donc ça augmente le risque d'intoxication alimentaire. Donc là, vous avez l'aroma gastro avec les huiles essentielles. Si j'ai moins d'acide chlorhydrique, je n'active pas ma pepsine, qui est une enzyme qui dégrade les protéines. Donc, ça peut faire des dysbioses de putréfaction et des gaz odorants à terme. Si je suis en hypochlorhydrie, mon pH gastrique est augmenté. D'accord? Au lieu d'avoir un pH 1,5,2, j'ai peut-être un pH de 3,4. Donc certes, ça reste toujours un pH acide, mais qui est trop élevé pour l'estomac. Lui, ce qu'il veut, l'estomac, c'est de rester sur un pH très, très acide pour continuer à bien liquéfier les aliments. Donc, l'augmentation de ce pH va faire proliférer les bactéries de putréfaction et va aussi va surfavoriser les dysbioses de putréfaction. L'hypochlorhydrie a un impact direct sur notre foie et sur notre pancréas. Donc, il va en découdre en fait une insuffisance de sécrétion biliaire au niveau du foie. Donc, si je manque d'acide gastrique, mon bol alimentaire qui va sortir dans la zone duodénale ne sera pas assez acide. Donc, du coup, le foie va produire beaucoup moins d'acide biliaire, donc une bile de moins bonne qualité. Donc, il y aura une mauvaise digestion des gras. C'est pour ça que le patient me dit souvent, dans ce type de problématique, moi, les gras, m'en parlez pas parce que je ne les digère pas. Voilà. Et la pesanteur gastrique, les nausées, voire même vomissements. Donc, mauvaise digestion, absorption des graisses et des micronutriments liposolubles. La digestion, elle est lente, hein. Les selles, elles sont grasses et ça crée des déficits en micronutritionnels. Le pancréas, lui, c'est pareil, hein. Il va y avoir une diminution de la production de l'ensemble des enzymes. Donc, forcément, si je produis mon enzyme, je dégrade moins mes protéines, mes lipides et mes glucides. Donc, ces macromolécules arrivent intactes au niveau de la sphère intestinale, du grêle déjà, et vont être reconnues comme des antigènes, c'est-à-dire des éléments étrangers, et donc ils vont créer de l'inflammation, et donc des dysbioses et des inconforts. Et puis pour terminer, la vidange gastrique, parce que quand j'ai un bon niveau d'acide chlorhydrique, je stimule une autre enzyme qu'on appelle la lipase gastrique, et cette lipase nous permet de vidanger, on va dire, de façon physiologique. Okay. Si la vidange n'est pas physiologique, que les aliments restent trop longtemps dans l'estomac quand il y a une hypochlorhydrie, eh bien, je vais vidanger très tard. Ce qui fait que ma digestion donc, est ralentie. Il y a cette notion de pesanteur gastrique au niveau clinique que je vous disais tout à l'heure, qui est bien reconnue effectivement ici dans les conséquences de l'hypochlorhydrie. Voilà, donc moi, ce que je donne souvent, bien souvent, je mets une gélule de Digervit. Vous les avez là, donc juste au centre, en bas. Digervit et hépatobile. Donc le Digervit, vous retrouvez des enzymes, tout le complexe d'enzymes digestives végétales. Vous allez retrouver donc de l'amande poivrée, du gingembre pour l'estomac, du fenouil pour les gaz qui sont les gaz de fermentation qui ont lieu dans l'estomac. Hein, c'est pour absorber les gaz de fermentation. Et vous retrouvez donc papaïne, bromélaïne pour la digestion des protéines. Donc, c'est un produit qui est extrêmement bien fait, déjà pour soutenir l'action de l'estomac et aussi soutenir le pancréas, parce que vous retrouvez des enzymes digestives végétales. Et après, je le couple à l'hépatobile. Vous mettez une gélule donc, de Digervit associée à une gélule d'hépatobile avant chaque repas. Okay, 3 fois par jour avant chaque repas. Donc, l'hépatobile, vous retrouvez la gentiane, vous retrouvez notamment donc, du chrysanthellum, vous retrouvez de l'artichaut aussi, donc ce sont des plantes cholérétiques, cholagogues, qui vont soutenir la fonction biliaire pour retrouver une bile de qualité. Parce que la bile, elle n'a pas qu'une fonction de digestion des gras, hein. C'est hyper important, parce que si on n'a pas de bile, on digère mal les gras, et donc du coup, on n'assimile pas nos vitamines liposolubles, les vitamines ADEC, A, D, E, K,
Je vous prends un exemple, hein. Une personne qui se supplémente depuis des mois en vitamine D, vous la supplémentez et vous ne comprenez pas pourquoi son niveau de vitamine D n'arrive pas à remonter. Posez-vous la question de savoir si votre patient n'est pas en insuffisance biliaire. C'est bien souvent associé. Et oui, logique, parce que le cholécalciférol que je prends en D3 naturel, il doit être quand même découpé en micelles, vous savez, en micelles absorbables au niveau du grêle. Et qui crée ces micelles? C'est la bile. Donc si je suis déficient en bile, je ne crée pas de micelles. Et donc du coup, je n'absorbe pas ma D3. Alors j'ai beau me supplémenter, mais j'aurais mis 30 € peut-être à la poubelle en 3 mois parce que malheureusement, je n'aurais pas travaillé sur mes acides biliaires. Donc, digère vite, hépatobile, et vous allez voir que même les niveaux de D3 remontent physiologiquement. Et là, vous travaillez sur le trio estomac, foie et pancréas. Et là, le patient va retrouver effectivement une meilleure digestion. Donc, vous avez la B12 aussi parce que ça crée effectivement donc, des carences en B12, moins de facteurs intrinsèques. Donc, vous avez la méthyl B12 aussi chez COPMED. Il y a une altération de la méthylation. Donc, bon, mais là, on peut faire doser l'homocystéine, hein. L'homocystéine, c'est un très bon marqueur de notre capacité à bien méthyler ou pas. Si je suis en hyperhomocystéinémie, ben, vous avez le méthylsam qui est en haut à droite, hein, qui est un très bon produit pour, dans l'épigénétique, justement, pour remettre en place un bon processus de méthylation. Mactaurine, ben, hyper important. Moi, je le mets beaucoup avec le cédaphytose quand les gens sont extrêmement stressés, beaucoup de stress chronique, beaucoup d'hypercortisolémie, ben parce que le stress spasme tous les sphincters, que ce soit cardiaque, pylore, ampoule d'Oddi, où se rejoignent la bile et les enzymes, tout ça se contracte. Donc, on peut avoir une libération optimale de bile et d'enzymes, mais si je suis stressé, malheureusement, les ampoules en fait se rétractent et donc du coup l'écoulement n'est pas optimal. Et donc du coup derrière mauvaise digestion. Déficit micronutritionnel en fer. Si je suis en hypochloridrie, ben ouais, je ne vais pas assimiler nos. Alors il n'y a pas que le fer, hein, mais ça peut créer des anémies effectivement aussi en fer. Donc vous avez le fer bisglycinate en unitaire. Petite parenthèse, on ne supplémente jamais à l'aveugle en fer, ok? Parce que ça peut être pro-oxydant, on le sait. Donc toujours recommander aux patients d'aller faire un bilan martial chez le médecin. Ça, c'est purement médical. Nous, en fonctionnel, on peut regarder de la ferritine à la limite, mais il faut vraiment recommander de faire un bilan martial chez le médecin. En plus, c'est remboursé. Probiotiques Helicobacter pylori, s'il y a effectivement une présence d'Helicobacter pylori. Et vous avez le cédaphytose aussi pour vraiment apporter un effet relaxant, apaisant, et donc mieux gérer effectivement les émotions. Il y a beaucoup de plantes apaisantes avec la balotte notamment que vous retrouvez dans le produit. Il y a des formes citrates aussi pour recharger aussi l'activité rénale, hein, en bicarbonate pour faciliter l'élimination des acides métaboliques. Vous avez aussi l'andrographis qui est une plante ayurvédique qui est la plante la plus amère. Je ne savais pas, mais en étudiant cette plante, de l'andrographis, on l'utilise beaucoup dans les symptômes ORL, hein, parce que ça agit très vite sur les infections parasitaires, fongiques, bactériennes, virales. Bon, bref, mais c'est aussi une plante amérisante qui amérise énormément l'estomac. Et ça, l'estomac, il adore tout ce qui est amer. Donc, pour lutter contre l'hypochloridrie, ça peut être aussi très intéressant. Voilà, donc il y avait pas mal de solutions ici. Effectivement, sur causes et conséquences. Donc là, ben, vous avez tous les symptômes qu'on a un peu cités. Hein, donc, comment mieux reconnaître effectivement l'hypochloridrie avec les sensations de trop-plein, les éructations, les douleurs gastriques, potentiellement des nausées, vomissements, de la fatigue, de l'alternance diarrhée-constipation. On a toutes les conséquences que l'on vient de citer. Et donc, la possibilité de faire un breath test aussi au lactulose, hein, en clinique, en milieu hospitalier, pour l'investigation d'un SIBO. Voilà, donc ça aussi, le SIBO en général. Pourquoi le SIBO? Parce que le SIBO est une conséquence de l'hypochloridrie. Bien souvent. Quand vous avez un SIBO, pullulation bactérienne, c'est qu'en amont, la mastication n'est pas bonne. C'est qu'en amont, il y a une production d'acide chlorhydrique qui est diminuée. Et forcément, toutes les conséquences associées sur le foie, le pancréas. Et derrière, vous avez une pullulation bactérienne, puisqu'il y a une mauvaise débactérisation dans l'estomac et aussi par la bile. Donc forcément, c'est logique, c'est du bon sens que cette pullulation bactérienne, malheureusement, se mette en place. Voilà, donc ça, vous retrouverez ici. Ça, c'est pratico-pratique aussi sur comment mieux reconnaître l'hypochloridrie aussi en consultation. Et puis voilà, je vous ai mis aussi notamment des exemples de prise en charge de l'hypochloridrie quand il y a Helicobacter pylori, quand il y a hypochloridrie et SIBO. Alors ça, le trio aroma, digère-vite et hépatobile, je vous garantis que celui-là, je l'utilise beaucoup. On l'utilise beaucoup en tout cas
effectivement en santé fonctionnelle. Et hypochloridrie avec hypothyroïdie associée, ben, vous avez aussi le thyroxine qu'on peut associer donc à la gamme des perméagules et l'hépatobile, parce qu'il faut toujours avoir un seuil de vigilance, en tout cas toujours vérifier le bilan thyroïdien quand il y a une hypochloridrie. Voilà, et puis ben, pour terminer, effectivement, il est toujours bon de nous rappeler à tout un chacun quand même que notre santé elle est multidimensionnelle au-delà de tout ça. Tout est interconnecté, ce sont des choses que vous avez certainement déjà intégrées, mais la santé c'est la base de la vie. Le maintien d'une bonne santé physique passe par une nourriture diversifiée, vous le savez, équilibrée, bien sûr de qualité, bien s'hydrater, pratiquer régulièrement une APS, donc faire du sport pour drainer nos émonctoires, ne serait-ce que de par la marche active, la santé physique, mais le faire vraiment régulièrement, ça c'est important. Être vigilant à notre qualité de sommeil, éviter des soirées trop tardives, prendre le temps de bien se reposer suffisamment. Tout ceci, potentiellement dans un environnement qui soit aussi privilégié, avec le moins de nuisances possible, une bonne qualité de l'air que nous respirons et de l'eau aussi que nous buvons. Attention à cette eau dans les robinets. Mettez des filtres à la maison, c'est un bon conseil. La santé mentale aussi, bien sûr, puisque la santé mentale et émotionnelle, en mettant là aussi des actions en place pour mieux gérer notre stress, de la cohérence cardiaque, de la sophro, on a plein d'outils comme le MDR, la kinésio, bien sûr le développement personnel avec le travail sur soi. Bref, en tout cas, toutes ces techniques complémentaires qui vont aider le patient à mieux gérer son stress, ses émotions, stimuler aussi notre cerveau, prendre soin de soi, mais le faire aussi en conscience et garder des relations, non pas toxiques, mais surtout équilibrées. Puis pour terminer, privilégier également donc une bonne santé spirituelle, et ça en fait partie, bien sûr, en restant dans la joie, la gratitude, rester créatif pour maintenir nos niveaux de dopamine, se connecter régulièrement à la nature, donc accueillir, accepter nos peurs, nos craintes, nos résistances, savoir les transmuter pour en faire, comme je dis souvent, des opportunités, une opportunité pour continuer à s'élever, à grandir les uns et les autres. Tout simplement pour aussi devenir beaucoup plus résilient avec tout ce qui nous entoure actuellement. C'est important d'avoir cette force aussi. Donc, il est évident que c'est le chemin sur lequel on devrait tous tendre. Tout ça, c'est des jolis mots, mais dans l'application au quotidien, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est ce sur quoi on doit tendre, tout comme nos patients consultants, et que ce chemin peut nous permettre sans aucun doute à obtenir de bien meilleurs résultats sur le plan de la santé, des effets bénéfiques sur la longévité, des habiletés à pouvoir s'adapter à toute situation, à la maladie, de la qualité de vie, des attitudes positives aussi face à la vie. Donc, tout est interconnecté. Si on respecte cette interconnexion, tout devient optimal. On ne peut pas travailler une partie sans travailler le reste. Voilà, sur ces mots, je vous remercie vraiment pour votre attention. Pour ce beau webinaire, en tout cas, on a répondu, je crois, pas mal de questions. On a un peu effectivement écarté le temps, mais c'est parce que aussi vous avez des demandes, mais on pourrait encore beaucoup plus développer que ça. Mais merci en tout cas pour votre disponibilité et votre attention tout au long de ce webinaire. Merci à vous. Merci beaucoup Cédric, merci pour avoir pris le temps de faire ce petit bonus. Merci à tous d'être restés aussi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. Merci pour toutes vos questions. Petite dernière chose, n'hésitez pas à répondre aussi au questionnaire de satisfaction vers lequel vous serez redirigé. Ça nous aide à améliorer les webinaires. Si vous avez des retours, pas hésiter non plus à nous les partager. Et puis merci encore Cédric d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de retours et beaucoup de remerciements. Donc un très grand merci. Merci Alice, merci à tous. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi. À bientôt, au revoir. À très bientôt. Au revoir Alice, au revoir tout le monde.